Bonjour, je suis Éric Normand-Carmel. Et je suis Louis-Philippe Delorimier. Nous sommes tous deux médecins vétérinaires et nous vous présentons... Ah oui, c'est moi, c'est vrai, du coq. Ah ouais? Vas-y. Ben, du coq. Ben non, je l'ai dit ça, du coq. Alan! Le podcast, gars, on va switcher les rôles. Le podcast qui lève le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. Et là, Oui, j'en et profite tout de suite pour vous dire que la qualité du son est moins bonne, juste pour l'intro. Allez-vous-en pas, le reste est enregistré en qualité studio, comme parce qu'on est d'habitude. dans notre sous-sol en confinement. Ouais, là, on est à cause du maudit Omicron à marde. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, Eric, est rendu possible grâce à la participation de... La clinique vétérinaire de Quaticook, que l'on remercie pour leur soutien. Et justement, parlant de clinique vétérinaire de Quaticook, qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui, Louis-Philippe? On reçoit Dr Vincent Caldwell, un gars qu'on connaît depuis très longtemps, j'ai failli dire trop, et qui est un praticien en pratique bovine et qui est un gars fort sympathique, très instruit, et qui va nous parler de plein de choses, incluant son intérêt pour la course. Et quoi d'autre, Eric? Ben, elle va nous parler de la production bovine en 2021 au Québec. Donc, on lance ça. On lance ça, un petit bruit de banjo, mon Dan! Eh bien, bienvenue à ce plus que mythique, on peut dire maintenant. Rendez-vous, c'est incontournable. J'allais dire hebdomadaire, mais ça dépend à quelle fréquence, mais j'espère que vous l'écoutez à chaque jour, quotidien, avec nos voix suaves et envoûtantes. Comment vas-tu, mon beau petit minou de Delorimier? Ben, je me laisse flatter dans le sens du poil. Non, on veut tout le temps être intemporel, mais on passe un bel été. On peut dire qu'on est en on peut dire enregistrement estival. oui, c'est la première fois que j'enregistre en sandales. Alors, je me sens comme libre comme l'air. Puis tu sais, je sais que toi, t'es un fervent adepte du 12 mois par année. Oui. Tu m'as avoué tout à l'heure candidement que tu portais pas le bas dans la sandale, la chaussette. Non, ma blonde me l'interdit. OK. Moi, j'ai toujours comparé ça, les gens qui portaient des chaussettes dans les sandales, à quelqu'un qui me mettrait des long johns avec des shorts par-dessus. Mais maintenant, tout le monde court de même dehors. Fait que ça tout se peut. Et toi, Eric, comment vas-tu? Très bien. Mm-hmm. Double vacciné. OK. Mm-hmm. Donc, encore une fois, on perd le côté intemporel, mais moi aussi. Ouais, mais là, tu sais, non, je sais. Il y a des marqueurs dans un... Il y a eu quelque chose qui s'est passé, en tout cas, qui s'appelait la COVID-19. Je ne sais pas si les auditeurs s'en rappellent. Ben, faire comme si ça n'existait pas. Là, ouais. Puis là, je me sens toujours mal quand on fait... Parce que je suis content de faire une petite introduction avec toi. Vu que les gens réentendent ta voix, on ne sait pas c'est quand qui ont quitté la fin du dernier épisode, ou s'ils sont rendus là, ou si c'est la première fois qu'ils écoutent nos voix. Qui tombent sur nous aujourd'hui. Donc, c'est ça. Alors, bienvenue à vous, nouvel auditeur et triste. Puis là, c'est qu'on a un invité, évidemment, hors pair. Fébrile. Frébile. Ouais. Puis hors pair, évidemment, je parle pas de sa paire. En tout cas, on va en parler tout à l'heure de sa paire. On va comprendre pourquoi il est hors pair. Parce qu'il est aussi père multiples fois. Docteur Vincent Caldwell, bienvenue. Hey, c'est un plaisir d'être avec vous. Ben oui, on est très, très content que tu aies accepté de venir passer du temps avec nous. Puis content est une métaphore, là. Magnifique plateau de machine 4771. Avec Dan à la console. Non, mais bienvenue, Vincent. On est content, heureux, emballé, déballé. En fait, c'est un peu la consécration pour nous de l'avoir avec nous. Parce que tu as été un peu témoin du début de la naissance de cette idée-là qu'on a eue de faire un podcast. À la fin. Alors que les podcasts n'existaient pas, ni le nom d'ailleurs. Là. C'est ça, mon attend. Plus le genre de discussion de corridor sur des sujets animés. Intéressant. Fait, du coq à l'âne. Du coq à l'âne. Ça arrivait à l'époque. Ça arrivait à l'époque. Ça arrive encore. On a eu quelques discussions épiques. Puis vous deux, ça fait longtemps que vous vous êtes pas vus, Eric et Vincent, alors que moi, je l'ai quand même côtoyé dans un passé assez près.
Donc, ça fait d'autant plus plaisir de te recroiser. Je me demande lequel de vous deux a perdu le plus de cheveux depuis la dernière fois que vous êtes vu. Ben, moi, certainement. C'est ça, mais ça n'a rien enlevé, comme je te l'ai dit, à la qualité de ta face fessée dedans. Ouais. Non, c'est un plaisir pour moi de sortir de mes terres pour avoir une franche conversation avec vous deux. Tu te sens pas un peu en infériorité numérique avec deux vétérinaires qui traitent les animaux de compagnie? Attends, wow. Moi, je suis multi-espèce, là. Oh, OK, multi-espèces. Ah oui, OK, tu exerces souvent dans les grandes espèces? Les vraies, je pense. Les vrais. Jusqu'à récemment. Non, mais moi, j'ai vraiment un amour tendre pour l'imagerie des bovins parce qu'avec les bovins, il n'y a pas de nuance. Uh-huh. Tu sais, c'est... Quand il y a une lésion à la radiographie, c'est comme « Wow! » Apprend plus que l'écran. Là. Oui, c'est ça. Fait que c'est le fun, puis il y a de l'infectieux, puis tout ça. Fait que... Mais non, je me sens pas en infériorité numérique. Du tout. Il y a 2 vétérinaires de petits animaux, puis un vrai vétérinaire. OK. Je voyais, le train sifflait fort et l'effet Doppler n'était pas en faveur de... En tout cas, moi, je vais demander à Télécino tout de suite s'il peut nous apporter une petite bière s'il te plaît, Dan. Puis on va ouvrir une petite bière, on va boire ça en parlant comme ça. Évidemment, une bière de microbrasserie québécoise. Oui, est-ce que tu nous la présentes? Oui, ben c'est une bière de Le Castor, là, qui est une microbrasserie assez bonne quand même. Puis juste pour toi, Vincent, j'ai choisi une New England IPA parce que je sais, premièrement, que tu aimes beaucoup le goût du houblon et tout ce qui est en vogue. Et England, évidemment, pour tes antécédents. Est-ce que c'est une IPA à un indice de IBU de 60? Non, ben, un indice d'IBU qui n'est pas écrit sur la canette, en tout cas. Puis je pense que... Ça va être une surprise. Oui, ça va être une surprise. Mais Le Castor fait des bières bien balancées en général. Et non, c'est pas fait commandité par Le Castor. Je l'ai payé de ma poche, encore une fois, pour parler de cela. Cette fameuse poche. Mais peut-être pendant que Dan le sert nous et on sert, a entendu sa main de maître. Tu sais, nous, on te connaît bien, mais c'est peut-être pas tout le monde tous nos auditeurs qui ont la chance de te En connaître. fait, certainement pas tout le monde. Ouais. Fait que, Je peux me permettre. peut-être, tu me permets, je pourrais faire une petite bio D'accord. de mon cru maison pour te présenter. Oups. Ouais, c'est Oui, ça. il y a un petit risque. Puis, tu sais, écoute, si t'as des choses à corriger ou à préciser... Je me permettrai de te corriger ou de t'en sacrer une derrière la tête. Et moi aussi, je vais peut-être intervenir, vu que... Donc, né le 12 avril 1970. Malheureusement, oui. Merci. Comment ça fait que tu sais ça? Merci. Merci beaucoup, Dan. Santé, Bon, les boys. merci. Maintenant qu'on sait quand t'es né, on peut peut-être goûter cette bière. Une Santé, belle petite opacité messieurs. comme ta question jusqu'à maintenant. C'est bien. C'est pas une triple IPA que les gens font semblant d'aimer malgré que ça goûte la bête puante. Là. Non, ben ça, c'est les terpènes. Ah, terpène. Non, mais ton propos m'interpennait. Un jeu de mots de marde. Check. J'en fais un par épisode. Fait que... Mais continue. Alors, 14 avril 1783. Né à Saint-Edwidge de Clifton. À peu de choses près. Pas peu de choses près. Capitale agro-intellectuelle du monde civilisé. Oui. Dixit toi-même. Mégalopole agro. Cosmopole agro-intellectuel. OK. Oui. Bon, c'est rendu cosmopole. À l'époque où tu en parlais, tu disais capitale. Là. C'est un peu le Saint-Élie Caxton de la médecine vétérinaire, hein, parce qu'on a tous... En tout cas, moi, pendant mon initiation, j'ai dû apprendre à la situer sur une carte, cette mot. C'est en passe de le devenir. Ouais. Ouais. Là, par contre, tu sais, moi, je me suis dit, c'est qui ça? Saint-Edwidge? Alors, est-ce que toi, tu sais c'est qui? Ben, attends, je vais laisser Vincent, parce qu'il l'explique beaucoup mieux que moi, mais Vincent, aujourd'hui aussi, a failli venir en studio avec sa chienne qui s'appelle... Edwidge. Edwidge. Ouais. Donc, sa chienne est une femelle. Donc, explique-nous pourquoi Sainte-Edwidge. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce qu'on me demande qui était Edwidge de Saint-Edwidge. C'est une sainte polonaise qui a fondé l'université de Cracovie. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Oui, Ben en oui, fait, c'est intéressant. Tu as tout à fait raison. Je vais compléter. C'est la duchesse de Silésie qui devient reine de Pologne au moment où elle se marie, à l'âge de 12 ans, avec Henri Ier le Barbu, sûrement nommé à propos. C'était un barbu chauve impertinent. Ben, écoute, ça ressemblait à ça sur sa photo de profil de côté avec des couleurs ocre. C'était en audio, mais c'était une petite attaque, c'était une petite pointe. C'est pas trop clair exactement, en tout cas sur Wikipédia du moins, pourquoi elle a été canonisée sainte, là. Mais apparemment que la duchesse et son duc avaient une vie exemplaire. Ça veut dire quoi une vie exemplaire au 13e siècle? Ben, elle aidait les nécessiteux à marcher nu-pied tout le temps, puis à distribuer sa fortune à l'église et aux pauvres. Donc, on a encore de l'espoir pour nous si on veut être canonisé. Et à 11 ans, tu passes une première étape importante dans ta vie, tu obtiens un brevet d'astronomie.
On ne sait pas trop encore à ce jour à quoi Attends une minute, tu mais t'en servir. je veux juste... c'est vrai, ça, Vincent, premièrement? Je t'en souviens plus? doute un peu de la source de ces informations, mais ça consistait en gros à faire une navette spatiale avec du scotch tape, l'épreuve. Mais, tu veux pas révéler tes sources, hein? Non, pas parce tout que est-ce que tu as essayé de voir si Vincent Caldwell était sur Wikipédia? J'ai pas fait Non, ça. je vais faire la recherche pendant que... Continue de parler. En 87, avec ton ami Éric Doyon, tu as rejoint la lutte armée des Patriotes et tu décides de te rendre au centre Paul Sauvé En effet. pour protester contre un affaiblissement de la loi 101. Là. Mhm. Mais malheureusement, apparemment que Éric se serait foulé la cheville à ce moment-là, ce qui aurait fait en sorte que t'as pas pu vraiment participer à la lutte armée et que vous avez changé vos plans à la dernière C'est ça, minute. d'où la suite des événements puis l'état politique dans lequel on est maintenant. Ouais, c'est ça. C'est un peu à cause de toi, en fait. Et un peu à cause de toi, on y reviendra. Ouais. Oui, mais j'ai la douloureuse Réponse. obligation de vous dire que Vincent n'est pas sur Wikipédia. Non. Ben moi, on pourrait inviter mais nos auditeurs à corriger cette parce situation-là parce que ça me paraît Une encyclopédie ouverte, allez-y. à peu près inacceptable. En 91, tu fais une entrée fracassante à la faculté de médecine vétérinaire. Je la qualifierais pas de fracassante. Là. Ben- J'avais quand même pris un an avant pour faire une année de cégep qui était nécessaire, une année d'université, pardon, qui était nécessaire parce que j'avais passé un an en Europe à essayer de retrouver mes origines et à enrichir mon écosystème vénérien. Ça, c'était dans la ville d'Amsterdam que tu enrichissais ton parcours? Non, j'ai pas enrichi mon écosystème vénérien, malheureusement. Pas assez. Non. Donc, Eric, tu sembles désemparé. Est-ce Pas que du c'est tout. parce que, OK, mais Non, fracassante quand même, dans le sens où tu as marqué au moins une ou deux personnes là, par ton entrée. Là. Ben déjà, en tout cas, puis rapidement, tu séduis une jeune et brillante vétérinaire. Un peu, future vétérinaire à ce ben moment-là. oui, mais étudiante, effectivement, qui est Effectivement. peut-être un peu naïve. Là. tu l'engrosses assez rapidement. Je si Non, je mais me attends, mais il souviens faut bien. quand même mentionner Ok. que tu l'as séduit avec tes exploits légendaires. Au concours de rotte. Non, avec les gants velcro. Ah, les Ah, gants oui, velcro, oui, parce que nous étions éleveurs de moutons, puis les gants à velcro, en Nous, plus... c'est qui ça, le nous? Ah, je veux dire mes parents et toutes les une génération avant moi qui m'avaient précédé. Et puis les gants de velcro sont très utiles pour certaines fonctions pratiques. Pour rester bien agrippé. Ça permet d'empoigner le mouton dans une posture qui le rend, disons, consentant. Ouais. Et là, tout donc- cela est de l'humour. Hein, pour les gens de l'ONVQ qui nous écoutent avec un calepin, Oui, ben, on va voir tantôt si Marc de Belleuil va réagir à ça. c'est Mathieu de Belleuil. Mathieu, Mais- pardon. Ah, mais il y a Saint-Marc de Belleuil aussi, t'as raison. Mais Mathieu de Belleuil, oui, il m'a écrit quelque chose d'ailleurs. Et de cette première réunion va naître tes deux plus grandes fiertés de l'époque, tes deux gars, Ces deux gosses, ouais. Ma première... oui, François et Alexis. François et Alexis. J'essaie de viser le marché français. Ah, ok, merci. Après un parcours brillant, tu deviens officiellement un bovinologue certifié, donc après ta maîtrise en épidémie. C'est quoi d'ailleurs le sujet de ta maîtrise? J'ai cherché ça c'était dans des les annales parasites de quelconques. l'université. Ah, Donc, c'était en médecine de population, des statistiques qui étaient appliquées à faire du titrage de réservoirs pour des parasites intestinaux et pulmonaires Oui, je me rappelle. chez les bovins. Non, super intéressante cette thèse quand même. Puis je l'ai longtemps gardée sur ma table de chevet. Question de ne pas me rendre à la page 2 puis m'endormir le soir. Est-ce que tu l'as lu de couvert à couvert? Non, je l'ai lu. J'ai vu le couvert principal, mais non. En gros, c'était Non, des statistiques puis de l'épidémiologie, ce c'est qui des intéresse blagues. fortement vos auditeurs. Mais on salue d'ailleurs Émile Bouchard, Luc et, Descoteaux. Luc Descoteaux et qui d'autres. Il y avait plusieurs noms qui... Ah, il y avait les C'était- collaborateurs de l'île du Prince-Édouard. mais tout le monde qui... non, c'est une belle époque. Et donc, avec ça en poche, tu t'en vas pratiquer ton art tout guilleret dans la délicieuse région de Quaticook. Oui, ben j'ai en fait pratiqué pour la faculté, à l'ambulatoire, pendant que je faisais ma maîtrise. Je faisais des gardes, des suivis de troupeaux. Puis j'ai pratiqué un an à Ormstown, ville dont j'ignorais l'existence avant de commencer mon cours vétérinaire, pour ensuite retourner. Et visiblement, cette année-là, t'as pas charmé pour que tu restes à Armstown. Non, en fait, je suivais ma conjointe qui avait un emploi à proximité, puis elle a dit, après un an, si ça te tente de retourner dans ton coin, c'est le temps. Je suis prêt. Voilà. Peut-être dans le temps que tu avais mon ancienne voiture aussi, là, que je Ouais, t'avais ouais. léguée. là. Pas la fameuse... La Jetta rouge. Elle était pas bleue? Ah non, Elle c'était était bleue, c'était la elle bleue. était Excuse-moi, bleue. c'était Ben la oui, bleue. elle était bleue, ouais. Moi, c'était avant Ouais. la rouge. Moi, j'avais la c'est rouge à ce moment-là. Ouais. Ah non, mais elle est restée longtemps sur sa tête. C'est vrai que des fois, on avait de la misère à voir sa couleur à Saint-Hyacinthe parce qu'elle passait tellement vite dans les rues qu'on n'était pas très certain. C'était de une sa- autre époque. Sa ouais. teinte. Ouais. Et donc là, cette c'est- pratique-là, pour décrire un peu ton quotidien, si tu me permets, je vais citer José Blanchet du Devoir, Ouais, vas-y, continue. je vais- qui décrit très bien comment ta vie quotidienne de praticien bovin.
Alors, lorsque le docteur Vincent Caldwell approche une femme, il la complimente, la fixe droit dans les yeux et lui lance « À part être belle de même, tu fais quoi ces temps-ci? » Oui, c'était pré-MeToo. Hein, c'est ça. Je voulais lui demander c'était quoi son titre. Elle se décrivait comment? Puis elle m'a finalement répondu intellectuel. Ah! C'était pas dans l'article. Mais toi, avec les vaches, il fait moins de manière. Les préliminaires sont brefs, à peine une tape sur le flanc, et hop, on est parti pour une petite fouille archéologique du fondement. Il enfile un long gant en latex rose, qui ressemble à un prophylactique géant, s'insère le bras jusqu'à l'épaule dans la cavité rectale, et jase avec l'agriculteur des potins de la région de Quaticook, tout en assurant le suivi de grossesse de la large bovine par cette voie secondaire partiellement encombrée. Mais c'est intéressant comme description de quelque chose qu'on connaît bien, nous, comme geste, étant médecin vétérinaire, même si on le fait avec l'index là, sur les espèces que je côtoie plus quotidiennement. Mais on l'a fait pendant nos stages aussi. Oui, on l'a fait ici aussi. C'est quelque chose qui frappe fort l'imaginaire des gens qui ne sont pas dans le métier, puis qui fait en effet très, très partie de mon quotidien. J'aime dire, sans me prendre au sérieux, que moi, je sauve le monde, un derrière de vache à la fois. Oui. mais un derrière de vache à la fois, mais avec le bras dedans, par contre, c'est pas que... Oui. T'es ambidextre, Vincent? Pour ça, oui. OK. Est-ce que tous les vétérinaires de grands animaux le sont? Généralement, on est quand même plus habile d'un bras que de l'autre pour la palpation fine. OK. Puis ça, c'est quand même une des différences. T'as pas terminé sa biographie, hein? Parce que... Non, j'achève, mais... OK. Mais non, parce que c'est une des grandes différences entre notre... Tu sais, le côté naïf, parce que même, on l'a fait, tu dis, on est passé par là, puis on l'a fait, il a fallu le faire, puis j'étais pas très bon dans ça. Je détestais pas ça, tu sais, surtout dans une étape froide, j'imagine que c'est bien d'avoir le bras au chaud, puis tout ça. Alors que nous, c'est seulement l'index qui finit par... Non, mais pour vrai, je veux dire, c'est un des avantages du travail. Là, donc, tu penses que de faire une palpation transrectale, c'est plus agréable, par exemple, au Québec, à l'automne, que, je sais pas, moi, dans un pays chaud, tropical? Convaincu. Oui, donc, on le met pas dans notre description de job quand on essaye d'attirer quelqu'un. Là. Non, mais c'était le syndrome de Raynaud. C'était le syndrome de Raynaud, par exemple. Là. Ça, c'est la mauvaise vascularisation des extrémités puis les bouts des doigts qui deviennent blancs. Ce que j'ai développé l'année dernière... à un âge avancé. Mais c'est pratique d'avoir... Oui, je pense que les orienteurs, maintenant, à l'école primaire et secondaire, orientent automatiquement les gens qui ont le syndrome de Raynaud vers la pratique des bovins. Là. Ouais. En tout cas, vas-y, Eric, termine cette biographie. Non, mais parce que je pensais que tu allais faire la comparaison avec... Nous, avec le toucher rectal. Oui, parce que je me considère quand même un expert du toucher rectal canin. Parce que tu sais que ma blonde, elle me disait récemment qu'à chaque fois, donc ma blonde qui est aussi vétérinaire généraliste, à chaque fois qu'elle fait un toucher rectal, elle pense à moi. À toi. Elle a ton visage en image. Imprégné. Oui, parce qu'elle se rappelle d'une conférence où tu as donné, où tu as dit il n'y a aucun patient qui devrait quitter la salle de consultation sans avoir votre doigt dans son derrière. OK. Est-ce que je l'avais dit comme ça? Parce que... Non, en fait, probablement que je caricature un peu, mais... À peine, parce que la façon d'habitude que je le dis, c'est qu'il y a 2 raisons pour ne pas faire un toucher rectal sur un chien. C'est 1, soit tu n'as pas de doigt, ou 2, le chien n'a pas d'anus. Puis en général, c'est assez rare que un ou l'autre critère ne soit pas là. On peut dire d'un botaniste qui a le pouce vert, on pourrait dire de toi que tu as l'index brun. Oui. Bien que ça soit la première fois. Et je pense que c'est le plus beau compliment qu'on lui a jamais fait. Oui, en tout cas, il tombe dans le top 2. Là. Puis je ne mentionnerai pas l'autre. Mais Eric, je te laisse continuer et terminer cette biographie. Sans doute à propos de la couleur d'un autre appendice. Oui, encore là. En parallèle à cette carrière brillante de praticien bovin, tu es une véritable machine de course. Là. Ça, je pense que peut-être pas. Disons que quand vient le temps de faire gauche-droite, là, enfiler les pas là, en alternance, là, je suis pas mal bon. Débrouille bien. Tu as repoussé plusieurs fois tes limites. Tu as terminé notamment 9e au total au Marathon de Montréal de 2015. Oui. Quand même, hein? Puis 2h40. Ça, c'était l'année où il y avait eu 10 participation assez. Mais ça m'a un peu ému parce que moi, ce marathon-là, il passait sur ma rue à Rosemont, puis ça me faisait chier que ma rue soit bloquée. Je me rappelle avoir jugé les coureurs en étant sur mon balcon, puis probablement que je t'ai jugé parce que t'étais dans le groupe de tête, j'imagine. Pas sûr que t'étais levé quand le groupe de tête possiblement à l'heure où t'étais pas levé encore. Oui, c'est ça. Donc, j'ai probablement vu les retardataires, en fait. Ensuite de ça, en juillet 2016... T'as convolé en juste noces pour une 2e fois avec Karine Couture. Oui, en présence de M. Delorimier qui était là. J'ai même fait une tonne. Oui, même une représentation de la poule. Oui, j'ai fait la poule. Est-ce que ça va être sur un podcast vidéo? Éventuellement. J'espère. On s'entend que ça a presque donné son nom au podcast. Oui, c'est ça. Puis là, donc après avoir replugué ta vasectomie... Oui, ça, c'est fou à parler. Tu as eu une seconde portée. Une 2e portée d'enfant. Puis tu nous disais, donc, juste avant de commencer, donc à 20 ans d'écart précisément, après tes garçons...
Puis là, c'est un gars et une fille, c'est ça? Un gars et une fille qui ont 6 et 8 ans. J'ai donc 2 gars de 26 et 28 ans. Puis j'ai une belle-fille, qui est la fille de Karine. Puis j'ai mes 2 petits-enfants de 6 et de 8 ans, qui ont nécessité force intervention désagréable au niveau de mon scrotum. Incluant l'insertion de... Vous n'êtes pas allé jusqu'à l'aiguille dans la gosse? Ou, oui. Ah oui? Un de nous deux, oui. Mais, non, mais... Parce que c'est ça, le replogage, là, n'a pas été... Oui, c'est ça. Quand j'ai rencontré ma blonde de l'époque, Karine, elle était plus jeune que moi, mais dans les limites du raisonnable, contrairement à d'autres personnes qu'on connaît. Okay. Et puis, elle n'avait qu'un enfant, et puis j'en avais déjà 2. J'étais vasectomisé depuis un bout de temps. Puis, un soir, sur l'oreiller, elle s'est finalement ouverte à moi sur son désir d'avoir des enfants. Puis j'ai dit, tu sais, Karine... moi, j'ai été vasectomisé. Ça se fait rebrancher quelqu'un qui a été vasectomisé, mais ça ne fonctionne pas tout le temps. Elle dit, ma blonde était bibliothécaire juridique. C'est une information junkie. Elle dit, oui, je sais, quand ça fait 7 ans et demi comme toi, c'est 65% de probabilité que ça fonctionne, mais 42% de probabilité que... Elle avait déjà vérifié. On voyait qu'elle avait étudié le sujet, c'est ça. Je suis donc allé aux États-Unis parce que, étant sénescent, je ne voulais pas attendre 1 an et demi avant d'avoir une mais c'est pas une critique sur le système de santé du Québec. Non. Il y avait des spécialistes là-bas qui avaient des taux de succès, ou en tout cas... La période d'attente était plus courte, et puis oui, on a trouvé un Rate My Urologist nous recommandait... Ce qu'on appelle une scrotomité. C'est ça. Me recommandait un médecin dont le cabinet était justement juste à côté du parcours du marathon de Boston que j'avais couru 2 semaines avant. L'avant-veille. Alors, donc, tu avais encore un petit peu une dermatite scrotale quand tu as vu. Je suis allé le voir, il m'a reconnecté. Tu avais les mamelons vifs avant ta... Oui, c'est ça. Puis, quelques mois plus tard, la plomberie était bonne. On a pu... mais donc ça, c'est après des tests. Par contre, tu dis la plomberie était bonne, mais on fait des tests de qualité avant. Oui, on fait des tests de qualité. Et puis quand l'achat de revues... Oui, bien effectivement, quand on se rend sur place, parce que comme j'avais trop d'anticorps sur les spermatozoïdes, parce que j'avais été vasectomisé pendant longtemps, on a dû aller en FIV. Quand on va en FIV, effectivement, on nous envoie dans une petite pièce où on nous demande de contribuer à un échantillon. Puis la plupart des gens se font donner des revues où on leur présente un film. Moi, personnellement, j'ai demandé du Proust et puis du Kierkegaard. C'est ça qui m'a permis de donner mon échantillon. J'ai donc donné mon échantillon et voilà. Et voilà, tu as 2 enfants de plus. J'ai 2 enfants de plus. Sauf que dans le deuxième des cas, la plomberie s'était rebouchée. Ah, gadon. Alors, le médecin m'a expliqué que ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est parce qu'il n'y a rien dans votre échantillon, monsieur. J'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ben là, il faut qu'on pique dans le testicule et qu'on aspire. Si ça ne fonctionne pas, on en enlève un morceau. On prend une biopsie testiculaire. Je pensais qu'il t'avait dit dans ce temps-là, il faut qu'on fasse un test de paternité pour s'assurer que c'était non, ça, c'est une autre option. Ouais, Puis elle m'a dit, on enlève un morceau de votre testicule. J'ai dit, OK. Elle dit, faites-vous-en pas, c'est pas plus gros qu'un petit pois. Donc, c'est ça, il y a des façons plus agréables d'avoir des enfants. Oui, j'imagine. Mais Vincent, juste pour les gens qui écoutent, le FIV, c'est pas le virus d'immunodéficience féline. Dans ce cas-là, c'est la fécondation in vitro. Mais c'était parce qu'il y a peut-être des gens, des petits animaux qui se posaient la question. Là, je suis en train d'avoir l'air du gars qui explique de façon... Évidemment, c'était ce que tu voulais dire, mais c'est une histoire qui, moi, m'a beaucoup touché. C'était genre du bovine splaining, là, c'est ça? Reprod-splaining. Mais est-ce que... Là, tu l'as terminé, ta biographie. Ben en fait, la dernière chose, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de gens célèbres dans ta famille. Puis le plus connu, c'est probablement Gary Caldwell. Son papa. Qui est président fondateur de Biofermentation Caldwell du Canada. Là. Ouais. Qui malheureusement existe encore. Ou la compagnie existe encore, mais vend des ferments maintenant et non pas de la choucroute. Okay. Elle vend des ferments, plus ce qui est fermenté. Ouais, c'est ça. Elle vend des ferments pour faire de la choucroute à domicile. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est des bactéries. Des bactéries. C'est un mélange de bactéries qui a été développé par la compagnie. Il y a du lactobacillus, du pediciococcus et puis du leuconostoc. Genre, c'est votre recette de bactéries là, familiale. Exactement, c'est ça, levure indigène à lui. Là. C'est ça. Ouais. Est-ce qu'elle vient de ton voyage en Europe ou y a un petit peu de toi là-dedans? Ça a été un échec, ce voyage-là, du point de vue microbiologique. Ouais. Puis levure post-marathonienne. Ouais. Mais parce que tu as passé rapidement sur le fait. Parce que combien de fois tu as couru en ligne Boston, le marathon de Boston? Okay. J'ai couru 26 marathons dans ma vie. 26. On pourra revenir si vous voulez. Ce qui n'est pas tant que ça, ce qui motive quelqu'un à faire ça. Ben, on peut en parler en long et puis surtout en long, finalement. Puis oui, j'ai couru 10 fois le marathon de Boston consécutif. C'est ça qui est impressionnant. Il y a un peu d'acharnement là-dedans, mais c'est parce que quand on le court 10 fois consécutives, on a une plaque. Après, on n'a qu'à se qualifier.
Parce que maintenant, il y a tellement de monde qui veut courir le marathon de Boston que même si tu fais ton temps de qualification par tranche d'âge, il y a une cote additionnelle selon le nombre d'inscrits de 2, 3, 4, 5 minutes. Mais quand tu l'as couru 10 fois consécutives, tu n'as qu'à te qualifier. Tu n'as pas besoin de faire la tranche de temps supplémentaire. Puis moi qui n'ai jamais couru un seul marathon, qu'est-ce que le marathon de Boston a de particulier comparé aux autres grands marathons nord-américains, mettons? Oui, c'est le plus vieux marathon toujours couru, parce qu'évidemment, il y a des marathons qui ont eu lieu avant, dont celui de la bataille de marathon, qui était le... Oui, c'est ça. C'est dommage qu'il Mais soit ça, plus il couru, lui. Ben, ouais. mais donc, c'est le plus vieux marathon qui est toujours couru. Je pense qu'ils sont à leur 122e édition à peu près. Ah oui. Puis, c'est un marathon pour lequel il faut se qualifier par tranche d'âge. Et il y a des gens qui viennent de toute la planète. Puis vraiment, la ville est marathon à ce moment-là. Puis Boston, je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Ouais. Mon ex venait de là. Ah, c'est vrai, je me rappelle. Ouais. C'est une ville qui est entourée de petites banlieues de Nouvelle-Angleterre. Dont Salem. C'est ça, une ville avec plein de belles petites rues en briques, avec des rangées de magnolias et de cerisiers. Très joli. Très joli. Toutes des villes qui datent des fondations en 1693, d'affaires comme ça. C'est une ville qui a un lourd passé de l'époque de la guerre d'indépendance. Ouais. Puis le marathon part d'une petite ville qui s'appelle Hopkinton, qui est à évidemment 42,2 km du centre-ville de Boston. Tout le monde se fait amener là en autobus à chaque année. Il y a à peu près 26 000 participants. Puis tout le long du parcours, on traverse la campagne, on approche dans les faubourgs et puis on finit au centre-ville de Boston. Puis la ville complète, c'est un jour férié, le Patriot Day, qui est le 3e ou le 2e lundi du mois d'avril. Ouais. Puis toute la ville se rassemble. La ville est vraiment marathon. Là. Ouais. Puis t'as couru d'ailleurs celui où il y a eu l'attentat des frères Tsarnaev. Ah, pour vrai, t'étais là. T'as entendu l'explosion? T'étais déjà parti? J'ai couru le marathon, c'était en 2013, mais je n'étais plus dans la ville. T'avais déjà quitté parce que tu finis plus vite que certaines la autres bombe personnes. A sauté à peu près à 4h15, je pense, du coup de départ. Ouais. Je l'avais couru en 2h55 cette année-là. Okay. Un peu lent pour toi. Là. Mon meilleur Boston, c'est 2h44. 2h44. Puis on a ramassé la petite famille et puis on est parti tout de suite après mon marathon parce qu'évidemment, vous imaginez, quand il y a 30 000, c'est mieux de partir. Donc, j'ai quitté la ville, puis quand je me suis arrêté à Laconia, au New Hampshire, pour manger, c'est là que vous avez mon fils François m'a appelé, il dit « Pa, t'es-tu correct? » J'ai dit oui. Juste en passant, ça fait comme 20 marathons que je cours, puis tu t'en es toujours crissé. Pourquoi est-ce que tu m'appelles là? Ben là, les attentats, là. C'est tout, vous le saviez pas. Non, je ne le savais pas. Ça, t'avais pas eu encore. Ça a été un choc quand même. Puis t'en as couru d'autres par la suite. Là. Donc, tu as couru le premier post-événement aussi. Là. Oui, le 2014. Ouais, c'est ça. Donc, ils ont sauté aucune édition l'année d'après. Les gens reprenaient. Non, c'était Boston Strong, c'était ça. Okay. C'était le thème, mais je veux dire, c'était de montrer que ça nous affectera pas. Puis quand je vous dis que la ville est marathon, vraiment, tous les gens, regardez, j'ai justement ma pilosité. Je vous confirme pour les auditeurs. C'est ça. Quand je dis que toute la ville est Boston, ça devient une communauté. Puis quand ils ont attaqué le marathon de Boston, c'est un peu comme s'ils avaient attaqué tout le monde. Puis ça nous a vraiment fait quelque chose à tout le monde. Voulais-tu continuer là-dessus, toi, Eric? Parce que moi, j'ai une couple d'affaires en corollaire avec ça. Oui, vas-y. Parce qu'il y a beaucoup de vétérinaires qui ont des passions, puis en fait, tout le monde a des passions, puis des fois, il y en a qui sont plus, j'allais dire, occultes, là, donc on ne veut pas parler, mais tu sais, de courir, c'est bien. Moi, j'ai pas cette passion-là. J'ai essayé de courir. Hein. J'ai fait des 5 km, puis je suis trop chialeux pour faire ça. Il y a d'autres sports que je préfère. Moi, je préfère les sports où il y a de l'échange, tu sais, le tennis, ces sports-là, mais c'est un choix personnel. Sinon, il y en a beaucoup qui font des choses exceptionnelles, qui fabriquent des choses, qui ont des passions, des hobbies, tout ça, qui sont des artisans, tout ça, mais des athlètes, il y en a beaucoup. Puis moi, par hasard, pas par hasard, je dis toujours ça, hein, je l'ai dit dans d'autres épisodes, il n'y a rien par hasard, là, j'ai cherché cette information-là. Y a-t-il des vétérinaires connus ou qui sont des coureurs de longue distance? Puis est-ce que tu en connais? Est-ce que ça te dit quelque chose? Je te dis, cherche sur Google vétérinaire qui court des longues distances. Parce que j'en ai trouvé 3 qui ont retenu mon attention. Puis je vais vous les mentionner parce que je trouve ça intéressant. Il y en a une qui s'appelle Hayley Haining, qui est une vétérinaire britannique, qui travaille à l'Université de Glasgow en ce moment et qui, entre autres, est co-autrice de plusieurs articles portant sur les protéines de phase aiguë dans le lait de vache, par exemple, en association avec la mamite ou en post-vélage, tout ça, entre autres. Là. Donc, c'est une pathologiste qui est co-autrice sur des articles scientifiques comme ça. Puis, elle était sur l'équipe de réserve pour le Royaume-Uni pour les Jeux d'été de 2008 à... 2008 à... non, c'était pas Beijing. Oui, c'était Beijing. Puis, elle avait entre autres terminé aussi un de ses faits d'armes, 12e pour les femmes au marathon de New York City en 2000. Je ne me rappelle pas en quelle année, je ne l'ai pas écrit d'ailleurs. Mais puis, elle a été au championnat du monde à Helsinki aussi. Elle avait couru le marathon
en 2h34-41 au marathon au championnat du monde de 2005 à Helsinki. Puis elle a sa page Wikipédia, ne t'en déplaise. Puis c'est une pathologiste, donc boardée, qui travaille donc à l'Université de Glasgow. J'en ai trouvé une autre, puis il semble que le Royaume-Uni soit une pépinière coureuse de longue distance. Ouais, vétérinaire, c'est ça. Donc, une vétérinaire, donc le pays de tes ancêtres, là, Vincent, prolifique. Puis une partie de mes ancêtres, oui. Les anglo-saxons, qui courent, parce qu'il y a Laura Muir, M-U-I-R, Laura Muir, qui est une Écossaise née en 1993, donc plus jeune un peu que Dr. Haining, qui, elle, court des distances surtout de 800 à 5000 mètres, donc des distances de fond, mais un peu plus courtes, puis qui est championne européenne sur le 1500 mètres en 2018, puis qui a battu plusieurs records intérieurs et extérieurs du Royaume-Uni et d'Europe, surtout aux 1000 mètres, 1500 mètres et 3000 mètres. Puis elle est encore détentrice des records du 1000 mètres intérieur en 2 minutes 31. Pour la Grande-Bretagne? Oui. 2 minutes 31? Non, du record détentrice, oui, d'Europe, en fait. D'Europe, en 2 minutes 31-93 en 2017, ça c'est le 1000 mètres, et du 3000 mètres en 8-26-41. Donc 3 km en 8-26-41, aussi en 2017. Elle a fait sa médecine vétérinaire à l'Université de Glasgow et s'est fait enseigner par Dr. Haining, qui est la pathologiste qu'on vient juste de mentionner. Donc, ce qui est quand même assez incroyable. Elles ont été les deux coéquipières aux Jeux du Commonwealth en 2014. Donc, sa prof de patho, puis elle, ont été coéquipières sur l'équipe du Royaume-Uni. Un moment fort. Oui. En mars 2019, elle a déclaré officiellement qu'elle voulait soigner des animaux malades et mettre de côté l'athlétisme qui occupait 100% de sa vie parce qu'elle s'entraînait comme une machine. Puis, je ne sais pas dans quoi elle pratique, mais c'est pas clair ça. J'ai essayé de trouver cette information-là, puis j'ai pas pu. Le dernier, et non le moindre, là, c'est un gars. Il s'appelle Rob Popp. Premièrement, là, Rob Popp. R-O-B-P-O-P. Rob Popp. Pope. Excusez, c'est Pope. P-O-P. J'ai oublié. Okay. Rob Pope. Ouais, c'est déjà moins cool. Désolé. Rob Pope, un vétérinaire qui a maintenant, aujourd'hui, 42 ans, qui vient de Liverpool. Un autre, elle est un autre maudit anglican, là, qui est peut-être pas anglican, c'est juste 15% des Anglais qui sont anglicans. Mais quelle pépinière à coureurs sur Royaume-Uni, quand même, a été la première personne. Ça vous dit quelque chose, Rob Pope? Non. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. La première personne à recréer le parcours de Forrest Gump en débutant en septembre 2016 et en courant plus de 15 500 milles ou 24 800 kilomètres, l'équivalent de 600 marathons en 18 mois. C'est un Américain? C'est un... Non, il vient de Liverpool. Ouais, okay. L'équivalent donc 24 800 kilomètres en 18 mois. Bon, déjà là, moi, il y a le mot malade mental qui arrive dans ma tête. Mais il faisait genre 2 marathons par jour? Il faisait en moyenne 64 km par jour, constamment sur 18 mois. Ouais. Il avait des ampoules aux pieds. Déjà gagné. Ouais. Non, il n'y avait plus de mamelon. Non, mais il avait déjà gagné le marathon d'Australie en 2015, avant de faire ça, parce qu'il a commencé ça en septembre 2016. Puis, comme Forrest, apparemment, il n'avait pas de but précis au départ, et sa phrase, c'est « I just felt like running ». Apparemment que c'était ça, sa phrase, pour vrai, pour expliquer ça. Puis, il le faisait pour lui, au début, comme défi personnel, mais éventuellement, a décidé de lever des fonds parce qu'il se faisait offrir ça. Puis, il a levé, ou en tout cas, pour des organismes caritatifs, plus de 50 000 $. Là, ça, c'est des nouvelles qui datent d'il y a 3 ans. Fait que peut-être que finalement, il a levé plus que ça, puis son nom est associé à autre chose, je ne sais pas. Mais son périple a été interrompu quelques fois, comme par exemple pour la naissance de son premier enfant. Il a cru bon prendre une journée. Il est retourné au Royaume-Uni, mais à chaque fois, il est retourné courir aux États-Unis. Puis, il portait une casquette rouge de la compagnie Bubba Gump Shrimp Company. Forrest, ouais. Et il a laissé sa barbe devenir très longue. Et un t-shirt jaune avec mais non, ça, le t-shirt jaune, il ne l'a pas fait. Okay. Puis, il est devenu, en fait, historiquement, la première personne de l'histoire à traverser les États-Unis 3 fois à la course la même année. Et c'est un vétérinaire? C'est un médecin vétérinaire de Liverpool, né à Liverpool. Alors, c'est vraiment incroyable. Puis ça, j'ai trouvé ça, puis j'étais comme, ben voyons donc. Fait qu'il faut que j'en parle. Puis c'était pas pour minimiser tes 10 marathons de Boston du tout. C'est juste que je me dis, Colin, il y a du monde quand même. Puis lui, visiblement, ben, c'est un coureur né. Tu sais, moi, j'ai jamais trop compris ça, là, personnellement, mais... Puis tout ça m'a fait aussi penser, j'ai une petite pensée pour Terry Fox puis tous les autres, parce que je repense à Terry Fox qui, lui, quand même, en 1980, avait couru 5373 km en 143 jours. Avec une seule jambe. Avec une seule jambe puis une prothèse qui était mal adaptée à son mognon de cuisse. Puis il était mort de quoi? C'était quoi sa tumeur? C'est ça, Eric? C'était un ostéosarcome. C'était un ostéosarcome appendiculaire qui s'était fait opérer. Puis éventuellement... Tibia distal, c'est où? C'était tibia proximal ou, en fait, fémur distal. C'était des métastases au poumon. C'était des métastases au poumon. Mais dans les nouvelles, puis j'ai retrouvé la vieille version où est-ce que Bernard de Rome explique que Terry Fox abandonne sa course, son idée de traverser le Canada parce qu'il a développé un deuxième cancer au poumon, alors qu'en fait, c'est des métastases, évidemment, de son ostéosarcome pulmonaire. Donc moi, ça fait un lien parce que la fondation Terry Fox aussi, qui a soulevé, que lui, il voulait ramasser, je pense,
Je pense que c'était l'équivalent de... En tout cas, il voulait ramasser un certain montant. Il avait dépassé ça rapidement. Puis éventuellement, au fil des ans, là, cette fondation-là a levé des fonds de façon incroyable. J'ai même des amis oncologues vétérinaires qui ont fait des recherches avec des fonds qui venaient de la fondation Terry Fox. Puis tout ça. Donc, une des particularités des gens comme moi qui ont eu plusieurs enfants, c'est qu'on devient très émotif avec le temps. Puis je me rappelle d'avoir... Vincent est un gars au cœur sensible. Je me rappelle d'avoir essayé d'expliquer à mes enfants qui était Terry Fox, puis j'ai même pas pu compléter la phrase. Ça, c'est ce qu'on appelle un héros. Ça c'est un vrai héros du quotidien. Mais il y avait des petits livres pour enfants. Des exemples de... Ouais. Puis il y en avait un sur Terry Fox. Juste un petit point à propos des vétérinaires de Grande-Bretagne que je voudrais rajouter qui complète parfaitement l'information que tu nous as donnée. Je suis certain. Les vétérinaires de bovins en Grande-Bretagne, on porte tous une chienne. Ce qu'on appelle une chienne, c'est une salopette là, qui recouvre tous nos vêtements. Mais les vétérinaires de bovins en Grande-Bretagne portent la cravate et la chemise sous leur chienne. Ouais, Parfois, j'explique ça aux clients quand je veux leur dire que... Dans certains endroits du monde, c'est une fonction qui est considérée comme étant très noble. Puis ils me demandent, toi, tu portes pas de cravate puis de chemise? Je dis, non, moi, je suis tout nu en dessous de ma chienne. Toi, t'es commando en dessous de ta chienne. Mais Vincent, c'est quoi tes plus grands défis? Je sais qu'il y en a des défis dans ta vie. Je m'excuse de t'interrompre, mais je peux pas... Tu m'as posé la question, puis je n'ai pas répondu tout de suite, mais il y a un vétérinaire québécois qui s'appelle Gilles Lacasse, qui a pratiqué à Cap Santé, qui est arrivé 3 ou 4 fois dans le top 10 à Boston dans sa catégorie d'âge. Il s'appelle Gilles Lacasse, c'est un bonhomme fort sympathique qui a maintenant probablement 75 ou 80 ans. Qui court probablement encore. Oui, il y a eu beaucoup de problèmes, évidemment. Ouais. Ah, ça vient avec l'utilisation des articulations. Donc, tu me demandais? Oui. Mais j'allais te demander, c'est quoi tes plus grands défis? Parce que tu es quand même un gars qui a une culture générale, qui est éduqué, puis tout ça. Puis je dis pas que les agriculteurs le sont pas. Puis c'est loin de moi l'idée même de penser ça. Mais j'imagine que... Puis tu sais, en fait, parce que je sais qu'on en a déjà parlé, mais... Puis à la limite, je pourrais faire le parallèle, puis me dire, moi, j'ai des gens qui viennent de la ville, moi, je viens de la ville. Fait que, tu sais, je veux dire, tu viens de la campagne aussi, fait que, tu sais, ton passé est là. Mais mes clients, j'ai pas nécessairement des longues conversations avec eux. Mais vous êtes dans l'étape, puis des fois, vous faites plusieurs vaches, puis à un moment donné, ça devient, puis ce producteur-là, vous le voyez souvent. Plus que nous, même, on voit peut-être nos clients dans les animaux de compagnie. Là. Mais quels sont tes plus grands défis dans ce contexte-là de... Ouais. C'est une particularité, en effet, de notre métier d'avoir des clients qu'on voit souvent. Moi, je fais beaucoup de suivi de troupeaux. Je me rends sur des fermes laitières préventif. Mais pour le fun, tu as combien de troupeaux, mettons, que tu suis grosso modo? Une vingtaine de troupeaux que je suis aux 2 ou aux 4 semaines selon la taille du troupeau et les caractéristiques. Ça n'a pas l'air beaucoup 20, là, juste pour moi, qui est encore là, c'est une question naïve. Est-ce que c'est parce qu'il y a des troupeaux que c'est toi qui les suis puis c'est pas les autres vétérinaires de ta clinique? Parce qu'on sait que le clinique vétérinaire de Quatico, vous êtes beaucoup de vétérinaires. Est-ce qu'il y en a que c'est juste toi qui les suis? Ces 20 troupeaux-là, c'est moi qui les suis. C'est ça. On a à peu près 170 troupeaux laitiers à la clinique. On est 15 vétérinaires de grands animaux, 3 vétérinaires d'animaux de compagnie. Puis c'est ça, nos clients qu'on suit en suivi de troupeaux, on les voit à toutes les 2 ou à toutes les 4 semaines, en plus de, évidemment, quand ils nous appellent la nuit, puis qu'on doit intervenir sur une urgence en plein milieu de la nuit. Puis on voit ces familles-là grandir au fil de notre carrière. Parce que vous allez chez eux. On se rend à la ferme, puis évidemment, on finit par faire partie de la famille. On partage leurs défis sanitaires, les défis sanitaires de leurs animaux. Oui, pas de leur propre hygiène. Les défis de leur entreprise, on les voit passer à travers des périodes difficiles, des périodes plus joyeuses, on voit naître les enfants, on voit la relève remplacer les parents. Puis on finit vraiment par faire partie de la famille. Puis c'est des gens qui sont très, très... C'est maintenant des gens qui possèdent des entreprises de plusieurs millions de dollars, mais qui sont extrêmement humbles. Qui sont presque esclaves de leur travail, qui travaillent énormément, puis qui sont à la merci du climat, du hasard, des problèmes d'équipement, puis qui gardent une belle humilité, puis qui prennent le temps de te parler, puis de t'accueillir un peu dans leur famille. Donc, ça développe, contrairement, je veux dire, il y a des aspects positifs dans chaque secteur de la pratique, mais ça, c'est vraiment un des côtés très, très forts de notre métier de vétérinaire de bovins. Je suis un peu jaloux de ça là, quand j'entends ça, parce que je veux dire, il y a des clients, des fois, qui me disent lui ou elle, je pourrais avoir une belle relation. Il me semble que c'est une personne qui serait... Puis j'ai eu quelques clients qui sont devenus des amis, que je peux dire au fil des années, mais j'en ai pas beaucoup. Parce qu'il faut garder cette distance-là, puis on essaie de garder cette distance-là par la force des choses. Puis des fois, c'est quand le patient décède que tu dis, là, peut-être que je pourrais l'avoir, rapproché, vu que j'ai plus le patient à traiter. Là, alors que vous, vous faites partie de leur vie, dans le fond. Évidemment, ça implique aussi une certaine charge mentale. Hein? Quand tu suis la ferme de quelqu'un, de son entreprise, puis qu'une partie du succès de son entreprise dépend de toi.
J'ai un de mes collègues dont un des clients, sa grange a brûlé, puis les vaches sont mortes. Ouais. Puis ça l'a empêché de dormir pendant plusieurs semaines, parce que c'était comme si ces animaux à lui mouraient. Là. Oui, ben ces animaux à lui mouraient. C'est sûr qu'on a tout le temps l'impression que c'est des animaux de production, puis qui n'ont pas... c'était pas pour le revenu qu'ils pleuraient, là. C'était pour la souffrance que ces animaux ont vécu. Puis, Mais il y a le curatif qu'on peut peut-être plus imaginer, les naissances plus difficiles, quand il y a une vache malade, mais c'est quoi maintenant le rôle du vétérinaire? Parce qu'il y a les agronomes, il y a les vendeurs de semences, il y a tout ça. C'est quoi le rôle maintenant du vétérinaire? Mais c'est ça, le vétérinaire va encadrer. On est devenu un peu des gestionnaires d'informations. Oui, on sauve le monde d'un derrière de vache à la fois. On fait des diagnostics centrés autour de la reproduction parce que, bon, in a nutshell, une vache, il faut que ça aille un bébé une fois par année pour faire du lait, pour avoir une courbe de lactation. Donc, c'est important de le rappeler. Là, c'est ça. Je veux dire, on ne sait pas qui écoute ça en ce moment. Non, puis moi, je m'en rappelle, mais quand tu le dis, c'est comme « Ah oui, c'est vrai. » Évidemment, comme ça prend du lait tout le long du calendrier de l'année, il faut qu'il y ait des vélages, des naissances à chaque mois de l'année dans toutes les fermes. Ça demande une certaine planification. Puis nous, notre travail de base, c'est de les aider à rendre les vaches gestantes ou enceintes tout le long du calendrier. Puis à travers ça, comme on est là de façon régulière et récurrente, on s'occupe de la vaccination, on s'occupe de la qualité du lait pour être sûr qu'il n'y a pas d'infection, on s'occupe de surveiller les maladies métaboliques, etc. Puis, c'est ça, on fait ça à l'aide d'un ordinateur, puis de fichiers de troupeaux, puis avec des graphiques. C'est beaucoup des statistiques. Attends, mais c'est intéressant ça, parce que comment tu t'assures que tu as des vaches tout le temps dans l'année qui sont en phase réceptive pour tomber en... Excuse-moi, je ris parce que c'est une question naïve. Hein? C'est des questions naïves. La vache, c'est une polyestrienne non saisonnière qui a donc un cycle sur Google, là. Un cycle ovarien qui dure 21 jours, mais qui se produit tout le long de l'année, contrairement à certaines espèces qui vont être en chaleur à certaines périodes de l'année. Donc, tout simplement, quand la jeune vache grandit, tu la pognes à un moment de l'année, quand elle est pubère, où elle peut concevoir pour donner un veau 9 mois plus tard, parce que oui, ça dure 9 mois. Puis, tu t'arranges pour les distribuer tout le long de l'année. Puis, quand elle reveille, tu t'arranges pour... Puis maintenant, c'est tout de l'insémination artificielle, j'imagine? Oui, c'est en insémination artificielle. À 100%, ouais. Pratiquement 100%, oui. Puis est-ce que c'est toi qui fais l'insémination ou faites appel à un vétérinaire spécifique pour l'insémination? Non, c'est les techniciens qui font l'insémination ou les producteurs eux-mêmes qui font maintenant, c'est... pas eux-mêmes qui font l'insémination, là, Ne partez pas en peur. Mathieu Deleuil, s'il te plaît, pas de courriel incendiaire. C'est ça. Et puis, par contre, on fait du transfert d'embryons. Ça, c'est réservé aux vétérinaires au Québec. Ouais. Ouais. C'est un geste réservé, donc protégé. OK, puis attends, mais transfert d'embryon, là... Ça, c'est quoi exactement? L'insémination, c'est que, comme je l'explique à mes enfants, l'inséminateur va mettre le petit morceau de papa dans la maman. Mais choisi au centre d'insémination artificielle du Québec, est-ce que c'est donc sur des pères qui ont été avec une génétique sélectionnée, le fameux Starbucks, en fait? Oui, c'est ça. Ce qui a changé depuis l'époque de Starbucks, c'est qu'à l'époque, on récoltait le sperme d'un taureau dont on avait vérifié que ses descendantes avaient certaines caractéristiques de production. Aujourd'hui, ça se fait même plus comme ça. Ça se fait par génomique. Okay? On a regardé le passé de certains animaux. On a donc trouvé les SNP, les séquences de gènes qui prédisent des caractères de production ou de conformation. Puis, dès qu'un bébé mâle vient au monde, on lui prend un échantillon, puis on sait que lui, ses descendantes vont être fortes dans tel ou tel domaine. OK, fait que c'est pas vrai que vous faites de la médecine arriérée, là, comme... mais ça, c'est juste parce que tu m'as envoyé des flèches tantôt. Mais comment, d'un point de vue évolutif, tu peux développer des nouvelles caractéristiques si tu fais que regarder des séquences que tu sais qui sont performantes? Ouais, c'est vrai que c'est un genre de... Évidemment, il y a une correction qui se fait. Oui, une correction. Les taureaux se vendent basés sur leur génotype, mais on continue à caractériser le phénotype. Oui, puis les SNPs que vous évaluez aujourd'hui, c'est pas les mêmes qu'il y a 15 ans. C'est ça. Puis au début, il y a eu un emballement. Le génomique, c'était sûr que c'était à l'épreuve de tout, mais on s'est rendu compte que ça vaut encore la peine de vérifier ce que les descendants vont donner. Oui, c'est pas terminé. Là, Puis il y a la mère aussi, qui est quand même une partie là-dedans qui est importante. C'est intéressant, ça. Mais donc, le transfert d'embryon... Oui, on en fait à la clinique, c'est-à-dire que, par exemple, tu as un troupeau laitier, puis il y a une de tes vaches qui a un potentiel extraordinaire, puis elle peut juste donner un bébé par année, selon le fonctionnement habituel de son système reproducteur, mais tu décides de multiplier les bébés qu'elle va donner. Alors donc, tu l'insémines, mais tu la surovules, tu récoltes les embryons, puis tu les implantes à d'autres receveuses. Mais est-ce que c'est un peu le modèle qu'on a en ce moment dans les fermes au Québec? C'est-à-dire que tu en as une ou deux qui sont des tops, des mamans les autres, c'est des mères porteuses de ces 2-3 tops. Oui, non, le transfert d'embryons, c'est quand même un segment de marché spécialisé. Là. C'est pas la norme. Okay. Puis c'est pas... en tout cas, parce que c'est pas ces vaches-là qui sont les super ovulatrices là, qui se font utiliser, dans le fond, plus que les autres pour cet aspect-là, en tout cas de la physiologie.
elles n'en souffrent pas comme telles. Puis, c'est une question, encore là, naïve de... Tu sais, je me dis, parce qu'on les utilise un peu plus que les autres pour un aspect différent. Les autres, c'est le lait puis tout ça. Puis j'imagine que les élevages varient en termes de... Parce qu'on parle souvent de bien-être animal puis tout ça. Oui. Tu as des élevages que tu considères peut-être que le bien-être animal est meilleur dans cet élevage-là que dans un autre élevage. Oui, certainement. Toi, tu essaies de niveler vers le haut, j'imagine, en quelque part. Oui, non seulement on essaie, en tant qu'individu, de niveler vers le haut, mais maintenant, les producteurs laitiers canadiens se sont donné une certification de qualité des normes qui inclut des normes de bien-être animal. Je veux dire. Puis nous, les vétérinaires, on fait partie des professionnels qui vont, faire l'éducation des producteurs pour maximiser le bien-être des animaux, puis deux, même auditer, vérifier l'atteinte des objectifs. Oui. Et moi, je trouve ça, c'est essentiel, en fait, à faire. C'est un travail, c'est un devoir de le faire. Mais moi, c'est parce que j'essaie d'acheter local, puis de manger des fromages québécois. Puis j'adore les fromages québécois, puis on en fait du bon. Puis ça s'est tellement amélioré au cours des 20-30 dernières années. Ouais. Mais des fois, je regarde des petites vidéos de tel fromage en France que ça, c'est du fromage, ils n'ont juste tant de mois par année parce que c'est du fromage de pâturage d'été. Puis là, les vaches sont en montagne. Puis c'est telle race de vache, une race ancestrale française qui ont conservé, puis c'est juste ces vaches-là. Puis tu sais, des fois, puis le cahier des charges est très, très précis. Il faut que les vaches passent tant de temps au pâturage. Puis le goût, évidemment, ça se répercute sur le goût, mais sur la qualité de vie aussi de ces vaches-là qui sont finalement dans les pâturages. Éric, tu me regardes avec... Non, mais parce qu'on a des races patrimoniales au Québec aussi. On a des races patrimoniales, puis la canadienne, puis tout ça, puis on en parle, parce que le fromage, par exemple, Pied de Vent aux îles de la Madeleine, exact. Il y a Baie-Saint-Paul aussi, il y a Baie-Saint-Paul aussi, là, ils ont parti une appellation, fromage fait de lait de vache canadienne, puis tout ça. Mais tu parlais de bien-être. Je pense que c'est un aspect, on est des vétérinaires tous les trois. Souvent, les gens dans le public, ou même les étudiants en médecine vétérinaire, vont nous challenger, nous confronter, si on veut, sur le fait que, en tant que vétérinaire, on est des professionnels de la santé dont la mission est censée être de sauver des vies d'animaux, d'améliorer des vies d'animaux. Leur qualité de vie. Puis, en tant que vétérinaire de bovins, tu es d'une certaine façon complice, entre guillemets, si je peux dire, de l'utilisation des animaux. Ta mission est d'améliorer la productivité. Puis... C'est ça. Donc... on pourrait dire en production porcine, avicole... Oui, c'est ça. Dans tous les domaines vétérinaires qui sont spécialisés dans une production animale, je pense que les vétérinaires ont la responsabilité ou le devoir moral de se faire la réflexion sur leur posture idéologique. Dans cette situation-là où l'homme a évolué, puis a dominé les animaux par son intelligence, puis ses moyens, ses techniques, de mettre des animaux, des concentrés, puis de les utiliser pour son bienfait, pas pour eux. Là, quand on a décidé de domestiquer puis de les mettre dans un enclos, c'était pas pour leur bien. Puis évidemment, le débat est moussé, si on veut, par l'augmentation de la tendance du végétarianisme et puis du véganisme. Tendance qui est fortement exprimée en médecine vétérinaire, puis c'est normal. C'est normal. Par les étudiants, tu veux dire. Des étudiants, plus maintenant que dans notre temps, entre guillemets, ou jadis. Oui. Puis je trouve ça bien parce que ça nous force justement à se faire un positionnement moral. Puis chaque vétérinaire de grands animaux, je pense pas qu'il peut, en toute âme et conscience, exercer son métier s'il fait pas cette réflexion-là. Ma posture à moi, c'est qu'effectivement, on utilise les animaux à notre avantage dans le domaine des productions animales, que ce soit pour produire de la viande ou des produits qui sont dérivés des animaux, comme les œufs, le lait, le miel. Par contre, dans le fond, c'est un des aspects de la grande utilisation, comme tu disais, de la nature qu'on fait à notre avantage. À partir du moment où, comme humains, on a cessé d'être des chasseurs-cueilleurs, on fait tous partie de cette espèce de perversion de l'ordre naturel des choses. La nature n'était pas prévue juste pour nous, les humains. Puis on a harnaché la nature à notre avantage. Je pense qu'il faut trouver un degré de confort personnel dans les termes ou les limites qu'on applique à cette utilisation-là de la nature. Puis c'est un petit peu difficile, puis je me mets à la place de mes clients aussi, qui sont des producteurs depuis plusieurs générations, puis qui ont l'impression de faire le maximum pour bien faire leur travail, puis bien respecter le bien-être des animaux. Quand des gens de l'extérieur arrivent, puis de la ville, disons, et on porte un jugement moral sur eux, puis disent « Vous n'êtes pas correct parce que vous utilisez les animaux sans leur consentement. » Mais dans le fond, n'importe qui habite dans une maison moderne, qui mange des aliments issus de l'agriculture, qu'elle soit végétale ou animale, participe à cette perversion de la nature-là à l'avantage des humains. Tout dépend de la façon. Chaque personne va trouver son confort dans le degré jusqu'auquel il accepte d'aller, puis les conditions qu'il veut appliquer. Ouais. Moi, je ne suis pas sûr que tous les véganes, tous les végétariens font cette réflexion-là non plus dans le sens inverse. Là, parce que déjà en disant, moi, je ne consomme pas de produit qui vient directement d'un animal ou qui en est dérivé,
j'évite de leur causer du tort ou de causer du tort à la nature. Mais c'est pas tout à fait vrai. Pas tout à fait vrai. Le soya qui pousse dans un champ, avant qu'on cesse d'être chasseur-cueilleur, ben, ce champ-là, c'était une forêt. Dans cette forêt-là, il y avait des animaux. Ouais. On leur a enlevé leur écosystème pour faire de l'agriculture végétale. Donc, l'agriculture végétale, l'agriculture animale, les deux sont des perversions de la nature à notre avantage. Oh oui. Évidemment, l'agriculture végétale n'implique pas de attraper des animaux, les confiner et ou éventuellement les tuer. Ouais. Mais nous, on pense, dans le domaine des productions animales, qu'on peut leur offrir un milieu où ils sont heureux, où ils sont bien, puis dans le cas où il faut les mettre à mort pour les manger, le faire dans des conditions où ils ne s'en rendront pas compte, ils n'auront pas de stress qui va être associé. Je ne dis pas que c'est toujours le cas, il y a évidemment du chemin à faire, il y a une amélioration qui doit être faite, puis c'est tout à l'honneur des végétariens puis des véganes d'avoir amené le débat puis d'avoir forcé les gens à se conformer à des pratiques qui sont plus respectueuses des animaux. Mais c'est parce qu'il faut aussi, dans ce débat-là, parler des autres aspects, l'occupation du territoire. Ouais. Puis tu sais, moi je regarde mes enfants, c'est probablement pareil avec vos enfants, que ça soit végétal ou animal, ce qu'il y a sur la terre, ils n'ont aucune idée comment c'est fait. Non. Du travail derrière, puis c'est la même chose quand on parle des productions végétales. Ben, il y a des engrais, il faut que tu prépares la terre, il y a il y a des choses qui sont autour de ça, puis on peut pas faire ce débat-là sans parler de l'ensemble des facteurs. De l'ensemble des facteurs, puis de l'ensemble des conséquences aussi qu'il y aurait à abandonner les productions animales. Je vais vous donner quelques exemples. Je suis d'accord avec... Je trouve que tous les arguments que les végétariens ont pour s'opposer à la production animale sont fondés, sont justifiés, et il y a je les différents accepte. aspects. Hein. C'est ça. Parce que moi, je suis en train de devenir graduellement à un âge avancé végétarien. Il y a l'aspect Puis, écologique, il y a l'aspect bien-être écologique. animal, l'aspect santé humaine. Oui, c'est ça. Si je prends l'exemple, je veux dire, on peut trouver quelque chose à débattre sur chacun de ces arguments-là, mais ils sont tous valables. Celui qui est le plus inéluctable, je pense, c'est l'argument écologique. Que, je veux dire, si on ne mangeait pas de produits animaux, ça prendrait moins de terrain, donc on aurait une moins forte empreinte écologique. Évidemment, il y a des nuances à apporter. S'il n'y avait plus de fumier qui venait de l'élevage, probablement que si on voulait faire de l'agriculture végétale pour nourrir toute la planète, ça prendrait des engrais chimiques pas mal. Okay? D'une part. D'autre part, si je prends l'exemple de la production de viande de bœuf, l'immense majorité de la vie d'un animal est faite au pâturage, sur des pâturages de mauvaise qualité. Les vaches portent leur bébé au pâturage, donnent naissance à leur bébé qui les tète au pâturage. Il y a juste une petite période à la fin de l'engraissement qui est faite en confinement. Mais toute la période pendant laquelle ils sont au pâturage, elles le sont sur des terres de peu de valeur qui ne pourraient pas être utilisées pour la production. Donc, c'est pas vrai qu'on vole des terres, entre guillemets, qui écologiquement seraient mieux utilisées. L'argument reste vrai, mais il faut juste le tempérer à la hauteur de ça. Puis de toute façon, si on décidait, puis on devrait le faire, de réduire notre consommation de viande ou de lait, puis je ne dis pas qu'on ne devrait pas le faire, mais si on le faisait complètement, il y a des aspects comme toute la dimension gastronomique ou culinaire qui fait partie de la culture de tous les pays du monde. T'sais. Ça fait partie du patrimoine et de la culture. Imaginez-vous la Normandie, pas de beurre. Imaginez-vous des Maasai qui ne vont plus récolter de sang des vaches et de lait pour les boire. Je veux dire, si on décide par jugement moral que l'ONU décide qu'on n'a plus le droit d'utiliser les animaux, il va falloir renie toute notre histoire. Il va falloir dire à certains peuples et à certaines cultures, puis pas juste des pays, mais des régions, d'annihiler une grande partie de leur culture. Puis ça, c'est une certaine forme de mini-soft génocide culturel, si on veut. C'est un peu comme, imaginez-vous les missionnaires ou les Européens qui sont arrivés en Amérique du Nord sur la base d'une supériorité morale qui était croire en Dieu. Ils ont complètement wipé les Autochtones. Ouais. Je dis pas, évidemment, c'est pas du même ordre. C'est assez je pense simplement que... C'est ça, je pense simplement qu'on devrait manger moins de viande, boire moins de lait. On devrait le faire de façon plus respectueuse des animaux. Mais on devrait se donner plusieurs générations pour réduire graduellement puis leur laisser une place dans la mesure où on se donne une zone de confort sur une utilisation correcte des animaux et de l'environnement pour les productions animales. Mais par contre, puis ça c'est l'autre envers de la médaille, c'est qu'on n'entend pas beaucoup, tu sais, parce qu'il y a des choses, tu sais, tantôt tu as parlé d'une ferme qui a brûlé. Oui. Bon, on voit souvent des posts de granges ou de certains bâtiments de production de poules, tout ça qui brûlent. Bon, je sais pas, j'ai pas creusé, mais il paraît qu'il n'y a même pas de normes par rapport aux équipements qu'il doit y avoir de protection pour les incendies, d'avertissement, tout ça, de gicleurs, etc. Tu sais, il y a peut-être aussi tout
c'est que ça nous force aussi à changer notre approche. Oui, c'est ça. Puis sans aller dans la culture d'annihilation que tu mentionnes, ça peut quand même, la culture peut évoluer. On peut aussi se transformer puis changer. Tu sais, fait que oui, puis je pense que comme vétérinaire de grands animaux, on doit y participer à ça. Faire évoluer les pratiques pour que l'utilisation qu'on fait des animaux soit la plus sécuritaire et la plus respectueuse possible. On le dit comme si c'était pas le cas, mais ça se fait. Là. Je veux dire, je pense que si vous comparez justement, puis tu parlais des producteurs, que c'est familial en plus, mais je pense que ceux d'aujourd'hui sont plus conscientisés à ça que peut-être leurs grands-parents l'étaient. Ouais. Puis les médecins vétérinaires aussi qui travaillent dans des animaux de production le sont plus que les générations antérieures. Puis c'est rien contre eux, là, c'était comme ça. Puis à un moment donné, les temps changent. Puis il ne faut pas juger le passé. On peut pas juger le passé à la lumière d'aujourd'hui, c'est ça. Mais est-ce que ça ne devrait pas être une opportunité pour tourner à une agriculture à hauteur d'homme? Ouais, ou hauteur de famille, tu sais. Je sais pas, les troupeaux que tu suis sont comment gros. Ça, c'est un petit peu... souvent, les citadins dont tu fais partie vont corrige-moi. J'aime quand tu me corriges. Ça, vont percevoir certaines choses sous une lunette un peu simpliste. Là. Je ne veux rien vous enlever. Non. Mais on a d'autres qualités. Ils vont penser qu'une agriculture plus traditionnelle est mieux et plus respectueuse des animaux qu'une agriculture plus moderne. C'est pas toujours le cas. Moi, j'ai visité des fermes aux États-Unis qui sont énormes, donc qu'on pourrait qualifier d'agriculture industrielle, où j'ai vu les animaux les plus confortables et les plus heureux de ma vie parce qu'elles étaient faites au goût du jour, avec des conditions de logement parfaites, des animaux qui se promènent, qui ont des logettes de sable, coûte cher, qui sont bien ventilés. Y a une question de subvention là-dedans, puis de choix de l'État aussi? Puis il y a de l'aide, mais c'est ça, il ne faut pas faire une adéquation nécessairement entre agriculture traditionnelle versus moderne et bien-être animal. Je pense qu'on doit se nourrir de la science, on doit se nourrir des nouvelles technologies, on doit rester sensible aux enjeux de bien-être animal, mais pas nécessairement catégoriser en forçant un retour vers des méthodes traditionnelles. Parce que pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé à pratiquer, moi, il y a 25 ans, le modèle de la ferme laitière au Québec, c'était des vaches qui allaient dehors l'été, mais qui étaient toutes attachées une à côté de l'autre dans des logettes très, très petites, puis avec un plancher de ciment l'hiver. Les granges qu'on a maintenant où les vaches, non, ne vont plus dehors, mais sont libres, voient par la fenêtre, vont se faire traire quand elles veulent dans un robot, puis brosser quand elles veulent, puis sont couchées sur de la litière molle qui provient des fois du recyclage même de leur fumier. Je veux dire, c'est clairement des vaches qui sont plus objectivement heureuses que les vaches qu'on avait dans les fermes quand j'ai commencé à pratiquer, bien que elles nous rendaient psychologiquement plus heureux parce qu'on savait qu'elles allaient dehors manger de l'herbe. Il y a tout un débat sur qu'est-ce qui rend un animal vraiment heureux. Est-ce que la vache qui est à l'intérieur dans des conditions optimales, qui est bien nourrie, qui se promène, qui est libre, est nécessairement plus malheureuse que de toute façon, Vincent, le chevreuil dehors dont un tiers de la population meurt par inanition ou mangé par des coyotes? Je ne suis pas certain. Tu peux aussi parler du chat qui est dans un condo au 7e étage puis qu'il mange son petit herbe à chat qui pose dans un petit pot, puis c'est tout. C'est ça, sa nature, c'est un petit pot d'herbe à chat. Puis... C'est ça. Donc, je veux dire, c'est vrai qu'à la limite, parce que des fois, les gens ne font pas faire ce parallèle-là, mais le chat, on le force. Puis des fois, on se dit, s'il n'a pas vécu mieux, pour lui, c'est ça, la nature, c'est le condo en béton. Là. C'est plate à dire, mais puis, tout à l'heure, tu disais, c'est pas parce que c'est plus intensif comme élevage qu'automatiquement la qualité de vie de ces animaux-là est moins bonne. Puis dans le même sens, mon adorable conjoint me rappelle souvent que c'est pas parce que tu es vegan que tu manges bien, parce qu'il y en a qui vont manger des chips puis du coke, des chips puis du coke puis tu es vegan. Puis, c'est ça. Donc, il faut que ce soit dans de la graisse végétale, par contre. Mais oui, de la graisse végétale, effectivement. Puis faut pas que les patates aient été fertilisées par des abeilles. Par des abeilles qu'on utilise pour faire des abeilles qui sont pas dans des ruches qui ont été faites de main d'homme. Mais parce que moi, il y avait une petite affaire que je voulais... Ça n'a aucun rapport. Vous allez voir que ça n'a vraiment aucun rapport. Mais d'ailleurs, j'ai sorti un article quand même de 2012 publié dans la revue Veterinary Journal que je trouvais intéressant parce que le titre c'est une traduction libre, mais différence entre les producteurs laitiers et les médecins vétérinaires quant à leur attitude envers la douleur des vaches laitières. Puis c'est une étude au Danemark qui portait sur 137 vétérinaires et 189 producteurs laitiers. Puis chacun devait donner des scores de douleur qu'ils croyaient présents pour différentes maladies des vaches laitières si aucun analgésique était administré. Puis il devait aussi dire s'ils étaient en accord ou en désaccord avec certains énoncés à propos de la douleur, l'utilisation des analgésiques, etc. chez les vaches. Puis il y avait beaucoup de variations entre les scores de douleur que les producteurs et les vétérinaires, même entre les vétérinaires et entre les producteurs dans les résultats. Mais une même maladie était parfois dite peu douloureuse par certains puis très douloureuse par d'autres. Mais en bout de ligne, il y avait une certaine concordance entre les maladies que les médecins vétérinaires et les producteurs jugeaient douloureuses, comme causant de la douleur ou pas. Mais la trouvaille la plus intéressante était qu'en général, les producteurs considéraient que les maladies étaient légèrement plus douloureuses que les vétérinaires, ce que je trouvais surprenant, parce qu'on se serait attendu à l'inverse, en fait, mais étaient moins enclins que les vétérinaires à
envisager l'emploi des analgésiques. Ouais. Donc, finalement, les producteurs reconnaissaient peut-être plus de douleur, mais ils voulaient moins donner d'analgésiques. Selon moi, ils reconnaissaient plus la douleur par sympathie puis proximité avec les animaux qu'ils côtoient tous les jours. Mais je veux dire, la plupart des producteurs sont des gens plutôt conservateurs puis qui sont réfractaires au changement. Ceci étant dit, quand on insiste et puis qu'on implante des nouvelles pratiques, ça finit par bien passer. Puis les gens, je veulent pas retourner en arrière d'habitude. Ouais. T'as écrit une lettre retentissante quand la gestion de l'offre est devenue un enjeu un peu politique, là. Dans les dernières négociations d'Alena, oui. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça mange en hiver, la gestion de l'offre, exactement, pour le commun des... Je voulais juste... Je regardais tantôt, une des productrices, probablement, avec qui tu travailles, t'avais posté... t'avais tagué, en fait, sur un message Facebook, puis juste à donner une idée, là, à dire, on est très content, on a atteint notre objectif de production, 1,5 kg de gras par vache, 7600 litres ce matin avec 103 vaches, pour 1,47 kg par vache. C'est rendu des machines, les vaches, là. Ça veut dire quoi, la gestion de l'offre dans le contexte de cette production-là? Ouais, la gestion de l'offre, en gros, là, l'agriculture, comme tous les secteurs d'activité, c'est soumis au marché. Puis l'agriculture, c'est probablement un des secteurs d'activité qui s'intègre le moins bien à la mondialisation. Parce que, en gros, tout ce que les pays disent, c'est que moi, je vais arrêter de subventionner mon agriculture, mais toi, arrête de subventionner la tienne. Okay? Puis, par en arrière, ils finissent tous par supporter leur agriculture, ce qui a un effet pervers et puis qui diminue le coût de production, puis qui va faire souffrir des agriculteurs dans des pays où il n'y en a pas de subventions, comme les pays du tiers-monde. L'exemple classique, c'était les subventions qui étaient données aux producteurs de riz aux États-Unis, qui faisaient baisser le cours mondial du riz, puis qui faisaient mourir des petits producteurs de riz dans des pays du tiers-monde. Puis les Américains sont les champions de la déréglementation puis de l'interdiction de soutenir la production. L'hypocrisie aussi. C'est ça, la formule qu'on a trouvée au Canada pour encadrer la production laitière, pour garder la taille des fermes moyennes et occuper le territoire, puis pour permettre à des familles de vivre de la production laitière, c'est de contrôler le marché, de ne pas laisser entrer de produits ou d'en laisser entrer peu de l'étranger, puis d'allouer un quota de production de lait dans le pays qui correspond aux besoins du pays. Ça veut dire que pas n'importe quelle ferme peut grossir. Si tu veux grossir, tu es obligé d'acheter du quota pour produire. Puis c'est un modèle qui, tu sais, un peu comme Churchill disait à propos de la démocratie, c'est le pire système à l'exception de tous les autres. Okay? C'est le moins pire. C'est le moins pire, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est un système qui a évidemment des inconvénients. Ça implique qu'un jeune producteur, s'il veut se mettre à produire du lait, il est obligé d'acheter du quota à fort prix. Donc, ça tue un peu la relève. Mais c'est ça. Ce système-là n'existe plus qu'au Canada. C'est le seul pays du monde où la gestion de l'offre existe encore. Puis moi, témoin des avantages que ce système-là a non seulement chez mes clients, mais dans les collectivités dans lesquelles mes clients pratiquent, je trouvais que c'était nécessaire d'interpeller un peu le pouvoir politique pour leur dire à quel point c'est important de le faire survivre, même si, en cette époque de globalisation puis de mondialisation des marchés, ça a été éliminé partout ailleurs dans le monde. Finalement, ça a été gardé avec certaines restrictions. Ouais. Mais donc, est-ce que objectivement, si on regarde au Québec ou en Ontario, justement l'occupation du territoire, la taille des fermes, tout ça, c'est significativement différent de d'autres pays, mettons, comparables où il n'y a pas de gestion de l'offre? Ah oui, c'est ça. Ce qu'on voit toujours dans les journaux, c'est que ça ne marche pas parce que la taille des fermes augmente puis le nombre de fermes diminue. C'est vrai. Cette tendance-là, elle est réelle au Québec et au Canada aussi, mais la tendance est beaucoup moins rapide que dans tous les autres pays du monde. Dans tous les autres pays du monde où il n'y a pas de gestion de l'offre, il y a certains pays où ça fait pas longtemps qu'il n'y en a plus, comme les pays d'Europe, mais la taille des fermes a augmenté et le nombre de fermes a diminué plus rapidement qu'au Canada et au Québec. En France, c'est rapide comme changement, entre autres. Les pires pays, c'est la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Moi, je trouve que vous êtes très sérieux, les gars. J'aimerais ça parce que Vincent, t'avais quand même... Non, c'est hyper important, en fait. Ouais. Mais parce que je regarde aussi leur... Oui, non, tu as raison. Je me disais, tu sais, il y a des choses que tu nous avais envoyées aussi, puis on t'a posé quand même quelques questions naïves de vétérinaires de petits animaux, mais moi, j'en avais d'autres. Puis, tu sais, je me disais, est-ce qu'il y a des choses... Puis, tu sais, des fois, poser la question, par exemple, qu'est-ce que tu aimes le plus ou qu'est-ce que tu aimes le moins de ta job, là, tu sais, je pourrais te poser ces questions-là. Puis on peut les poser ou les éviter aussi. Mais est-ce qu'il y a il y a une question qui m'est venue. Non, mais je pourrais te poser, mais on a un peu passé au travers dans le sens, en tout cas en diagonale, mais est-ce qu'il y a des aspects, par exemple, puis c'est une question que je me suis posée hier soir, là, donc je l'ai écrite. Est-ce qu'il y a des aspects de la pratique des animaux de compagnie que tu sais que
que tu fais pas ou que tu es pas jaloux, mais que tu dis, ça, c'est quelque chose qui fonde bien, puis que tu as le droit de répondre non. Je pense qu'il y en a plus qui doivent nous juger que trouver qu'on fait probablement, bien. mais non, mais c'est parce que je me rappelle... Je dirais que l'aspect de la médecine des petits animaux qui me manque le moins, OK? Ça se résume en 2 mots, là. C'est glande anale ou c'est sac anneau. Sac anneau, oui. Ouais, J'ai failli te frapper, mais je suis trop loin. Ça, c'est clairement l'aspect de la médecine des petits animaux Mais qui, je pensais que... par son unique existence, justifierait que je pratique dans les grands animaux. C'est un moyen de reconnaissance olfactive, puis les moufettes, c'est un moyen de défense, puis c'est encore là, c'est la nature qu'on est aussi bien de leur laisser. Là. On saculectomise les furets, là, parce que ce soit des animaux de compagnie qui sentent pas trop mauvais. Mais de toute façon, tu es anosmique, là, on le sait. Oui, c'est vrai. C'est pas à cause de la COVID. Là, non. C'est suite à un choc, un trauma. Je me suis pété la tête sur l'asphalte en jouant au basket. En tentant d'impressionner les mères des amis des garçons. De mon plus jeune de ma première batch quand il était en 6e année, puis j'ai frappé ma tête contre le ciment après une chute. L'arrière de ma tête après une chute de 8 pieds. Puis le contre-coup était donc en avant où se situe le lobe olfactif. Oui, le bulbe olfactif, c'est en bas du cortex frontal, proche dans un cul-de-sac. La plaque criblée de l'ethmoïde. Et puis le lendemain matin, je me suis levé, puis j'avais un œil au beurre noir de chaque côté, alors que l'impact avait été derrière la tête. C'est le saignement à travers qui suit le... Probablement que ton hémorragie subdurale a fucké, ou en fait juste le trauma, les 2 lobes olfactifs. C'est ça. Puis à partir du jour au lendemain, l'olfaction n'existait plus. Je n'ai plus jamais rien senti de ma vie. Ça m'aurait peut-être permis d'envisager les sacs anneaux si c'était arrivé plus tôt dans ma carrière. Ouais, mais ça a dû transformer complètement ton approche de la nourriture, puis... Oui, c'est ça. Je ne goûte plus les goûts qui sont associés à une odeur, comme la menthe, l'anis, l'ail, ça n'existe plus. Mais je goûte encore certaines choses. Mais évidemment, il y a toujours le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Là. On pourrait dire, puis on pourrait trouver que c'est tragique de perdre l'odorat. Mais bon, si je te posais la question, tu as le choix de perdre un sens, lequel tu veux perdre. Ouais. Je choisirais probablement celui-là. Oui, c'est sûr. Ouais. Puis je me souviens après... Moi, c'est le sens de l'orientation. Je laisserais tomber ça. Puis je m'utiliserais mon GPS. Après mon trauma, je me rappelle d'avoir jogué une semaine ou 2 après, le long d'un sentier, en sentant pas l'odeur du sentier, puis en me disant... Je suis tellement chanceux. Je pourrais ne pas le voir, je pourrais pas entendre le ruisseau. C'est ça. Mais puis tu as eu du terrorisme olfactif dans ta famille? Oui, c'est ça, évidemment. Pas juste dans ma famille, au bureau. Au bureau aussi. Quand tu es anosmique et que ton entourage le sait, ils ont juste à te dire que tu pues quand ça leur adonne. Tu vas prendre ta douche. Et puis, tu commences à te sentir mal. Là, si ça t'est dit au début d'une journée de bureau, c'est ça. Mais je pense que tu m'avais raconté que tu prenais comme 4 douches par jour parce que tu te faisais... Oui, je prends fréquemment des douches. Ouais. Mais là, attends, mais il faisait exprès de te charrier parce que ça les faisait rire que de te forcer à prendre des douches? De me faire sentir mal que je pue. Oui, mais c'est comme quand Louis Huneau, avec qui je travaille, un des chirurgiens avec qui je travaille, comme à un moment donné, il y a eu comme une surdité soudaine d'une oreille, d'un côté. Puis des fois, je rentrais dans son bureau en faisant semblant de parler, puis en faisant aucun bruit. Puis littéralement, il m'envoyait chier à chaque fois. Là, des fois, c'est sournois. Mon collègue de bureau, Éric Martineau, il dit « Voyons, c'est quoi qui sent la pisse de chat? » Là, moi, je pense que c'est moi. Mais ma conjointe a une anosmie sélective, c'est-à-dire partielle. Puis c'est vraiment juste l'odeur de la moufette, là, les mercaptanes, elle les sent pas. Donc, récemment, il y a eu un chien arrosé par une moufette fraîchement arrosée. C'était pénible. Tout le monde avait les yeux qui pleuraient dans la clinique. Puis elle était comme, de quoi vous parlez? Là. Elle sentait rien. Elle sent pas la moufette. Mais elle sent tout le reste. Là. Elle sent les fleurs. Là, je pense qu'elle ne détecte pas l'effet de l'âge chez les mâles humains. Ah, OK, ouais, c'est ça. Mais sinon, le côté de la médecine des petits animaux qui me manque un peu, c'est la capacité de pousser la médecine un peu plus loin, puis l'aspect de certaines clientes aussi. Donc, tu dois en avoir aussi. Oui. Choses entendues. Il y avait aussi un point que tu m'avais envoyé qui était comme les choses entendues quotidiennement. Là, c'est ça. Quand tu travailles, les conversations avec les agriculteurs, ça tourne beaucoup autour d'un sujet, la météo. Là. Si je pouvais noter dans un calepin, là, une petite barre à chaque fois que j'ai entendu « on en avait besoin à propos de la pluie. » J'imagine. C'est ça. C'est surprenant à quel point on peut faire du millage dans de la conversation à l'intérieur d'un métier sur un sujet. Là. Un sujet, la météo. Là. Mais ça arrive-tu des fois qu'ils n'avaient pas de besoin de la pluie? Ah non, on en avait de besoin. Il n'y en a jamais tombé trop. Là. Mais en gros, c'est ça, c'est un des aspects là, de la médecine des grands animaux, c'est que tu jases avec des gens qui ont une certaine sagesse rurale et puis tu viens attribuer une valeur. Moi, quand j'ai fait mon cours vétérinaire, j'ai été la personne de la classe qui a donné le discours là, lors de la remise des diplômes. Il y a toujours un étudiant qui... Valédictorien. Est-ce que toi, tu as fait ça aussi?
Moi, non. Moi, Qui était-ce? Dans ma classe, je pense que... J'essaie de me rappeler. Là. En tout cas, la valédictorienne, c'était Karine, là, mais je ne sais pas si c'était elle qui avait donné le discours ou s'il avait pris quelqu'un d'autre. J'avais une grand gueule déjà à l'époque, mais c'était pas moi. En tout cas, j'avais dit, vous savez, dans l'édifice du siège social de l'Université de Montréal, la grande tour. Celui qui a la forme d'un phallus dont le prépuce aurait été correctement circoncis de façon à ne pas avoir l'aspect d'un papillon. Adéquatement. C'est ça. Ça se qualifierait d'une inside. Oui, un peu. Je dirais. Lors de mon discours, j'ai mentionné que si j'avais été capable, moi, là, de réparer une transmission de tracteur, je serais probablement pas ici aujourd'hui. C'est ça. Je fais pas partie de ces gens-là qui ont été à l'université pour avoir la fierté d'avoir une éducation supérieure. Pour moi, la sagesse rurale a autant de valeur que l'éducation universitaire. Elle a une valeur différente, mais elle a une valeur tout aussi en termes de magnitude importante pour moi. Puis je me nourris beaucoup de ça chez mes clients. Puis tu sais, c'est un peu particulier d'écouter des podcasts de Radio-Canada puis d'entendre chez Marie-Louise Arsenault, que j'adore, qui est selon moi une des personnes les plus intelligentes dans les ondes publiques, tu sais, la théorisation du féminisme et puis de l'antispécisme, puis d'arriver sur la ferme, puis de faire une bonne demi-heure sur la météo, puis les potins de la région. Mais c'est ça. C'est un aspect du métier aussi. Mais t'en aurais-tu une petite perle de sagesse rurale, mettons, que nous, les urbains, on devrait savoir? Ça va peut-être me venir au fil des conversations, mais j'en ai pas à brûle pour point. On approche déjà de la fin, parce qu'on a dépassé 1 heure déjà. Mais moi, j'avais une petite affaire que j'avais écrite qui était à propos de quelque chose que quand j'étais... Un son que j'ai entendu quand j'étais... Parce que récemment, je suis allé emprunter quelques jours la cabane de Vincent qui est sans Wi-Fi, sans signal cellulaire, sans eau, sans... Il y avait de la chaleur humaine parce que j'étais avec ma conjointe, mais puis il y avait beaucoup de mouches à chevreuil aussi, parce qu'apparemment, il y a beaucoup de chevreuils en Estrie, mais il n'y en a pas assez pour nourrir toutes les mouches à chevreuil qui nous ont attaqués quand on a pris notre bain avec des savons écologiques tout nus dans la petite rivière. Là. Et puis que les mouches nous ont attaqués gaiement. Là. Mais on a entendu ça, puis vous allez reconnaître ça, mais... Ça, c'est le bois pourri, l'engoulevent d'Amérique? Est-ce que c'est ça? Non, écoute, il va le refaire. Là. Ça s'en vient. Ça. Alors, est-ce que vous savez c'est quel oiseau qui fait le bruit, tu sais? Ça vous dit quelque chose? C'est pas l'engoulevent d'Amérique? Non, pas du tout. Ah, non, ouais, ben là, je suis un peu déçu. J'étais convaincu que tu me sortirais bien. C'est le bruant à gorge blanche. Alors, c'est le bruant à gorge blanche. Puis c'est un oiseau qui a un chant. Moi, je me rappelle, au secondaire, ils nous avaient appris ça en biologie, ce bruit-là. Puis c'est quoi le mot, la phrase qui est utilisée, là? Bois pourri. Savoir c'est quoi son nom latin? Le bruant de... Le pire, c'est que je l'ai en quelque part, mais là, je ne l'ai pas écrit là. Mais c'est quoi qui chante quand il fait... C'est quoi quand on dit? Tu le sais pas? Non. C'est le prénom de ton fils. Là, c'est... Où es-tu, Frédéric? Oui, Frédéric. Puis nous, notre prof de bio nous avait dit cache ton cul, Frédéric. Faut que tu aies fumé quoi pour apprécier le Frédéric? Non, parce que ça fait des triolets à la fin. Ça fait des triolets. Des triolets. Et c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'en anglais, d'ailleurs, pour Vincent, en anglais, ils disent Oh my sweet Canada, Canada, Canada. Parce que c'est un oiseau. Ah oui, Frédéric même, Canada, c'est vrai que ça, en français, au niveau, c'est Frédéric. Ça sonne pareil. Où es-tu, Frédéric? Ou cache ton cul, Frédéric. D'ailleurs, tu sais que les bruits attribués à chacun des animaux est complètement insensé quand tu le regardes dans d'autres langues. Ouais. Ah oui, je sais. Ça, oui, Cocorico en est un bon pour passer du coq à l'âne. mais alors, premier point intéressant, cette espèce-là, le bruant à gorge blanche, a 2 morphotypes différents. C'est-à-dire qu'il y a deux bruants. Il y en a qui ont des plumages, différence de comportement et de plumage. Celui qui a des raies blanches sur la tête a un comportement agressif, change fréquemment de partenaire et un chant riche, alors que celui qui a des raies ocre sur la tête est monogame, défend plus farouchement sa progéniture contre les prédateurs et un chant monotone. Puis c'est un peu ce qui se passe chez l'homme à la crise de quarantaine. Je sais, quand la raie blanche apparaît en général. Attends, ça devient plus intéressant. Ils appellent ça des morphotypes différents. Puis ceux à rayures ocre ont 2 copies semblables du chromosome 2, alors que ceux à rayures blanches auraient des inversions multiples dans une large portion du chromosome. Plus de 1100 gènes sont affectés. C'est quand même majeur. Puis ces inversions-là modifient l'ordre des gènes qui jouent un rôle dans la coloration du plumage, dans le comportement, logiquement. Puis les mâles d'un type ne s'accouplent exceptionnellement toujours, pas exceptionnellement toujours, je dis l'inverse. Les mâles d'un morphotype s'accouplent presque toujours ou uniquement avec les femelles de l'autre type. Donc c'est toujours
les mâles à rayures blanches avec les femelles à rayures ocre et les mâles à rayures ocre. Probablement que quand il chante, ce qu'il dit, c'est « Ha ha, moi j'ai 2 copies du Gen 8 sur le Commodore Zone 2, je vais te la voler, ha ha ». Donc, ça, et vice-versa. Et ça, c'est quand même assez exceptionnel. Puis, mais est-ce que c'est 50-50 dans la population? Apparemment, c'est presque toujours comme ça. Puis, connaissez-vous l'autre aspect intéressant du bruant à gorge blanche? Parce que ça a été des nouvelles récemment. Vers la fin des années 90, au lieu de terminer en triolet, il y a des biologistes qui ont noté dans l'ouest du Canada qu'il y en a qui se terminaient des fois en duolet. C'est comme s'ils finissaient par « Où es-tu, Frédé, au lieu de Frédéric, ou encore Cana en anglais pour les anglo-saxons. Puis là, au cours des 20 années qui ont suivi, ce changement est devenu la majorité à travers le pays. De ouest en est, ils se sont mis à arrêter de faire des triolets puis faire des duolets. Puis jusqu'à devenir le mode dominant, maintenant, c'est nanana. Ils font plus nanana. D'où le triolet. Puis tu sais, c'est ça qui est important là-dedans. Puis c'est devenu dominant sur plus de 3000 km de territoire, gagnant le Québec en 2020. Puis il s'agirait d'un exemple rarissime de remplacement express d'un dialecte historique par un autre chez les volatiles. Moi, je trouve que c'est... Puis là, il y a c'est un peu comme le français au Québec, là. C'est un peu... C'est différent. Mais dans une étude publiée en janvier 2021 dans Current Biology, 2 biologistes, un de BC, de Colombie-Britannique, puis un d'Ontario, ont décrit la vitesse exceptionnelle à laquelle ce changement s'est opéré d'ouest en est, convertissant des populations entières de bruants. Puis il donne l'exemple d'un Québécois, par exemple, qui arriverait à Paris avec son accent québécois, puis que les Parisiens, hey, c'est vraiment cool comment ils parlent, puis ils se mettent tous en 10 ans, mettons, à adopter l'accent québécois. C'était leur exemple. Ça me paraît très probable. C'était leur exemple aux 2 biologistes quand ils ont été interviewés. Là. Pas dans l'article, mais quand ils ont été interviewés par les journalistes. Puis les travaux qu'ils ont faits portent sur 1785 enregistrements de bruants de 2000 à 2019 par eux et par d'autres scientifiques et des ornithologues qui vont downloader des fois télécharger, je veux dire, des cris de bruants. En Alberta, en 2004, la moitié des chants terminaient en triolet. Puis en 2014, 10 ans plus tard, tous les mâles avaient adopté le duolet à 100%. Tous ceux qui ont été enregistrés en 2014. Donc en 10 ans, il y a eu un chiffre complet. Puis en 2015, toute la moitié occidentale du Canada était passée à 2 notes. Puis l'an dernier, en 2020, le duolet était bien établi dans l'ouest du Québec. On prédit que les 3 notes historiques du bruant n'existera bientôt plus que sous forme d'enregistrement. Ça, c'est ce que les biologistes prédisent. Comment est-ce arrivé? Puis là, ils suspectent que c'est aux États-Unis que tout ça se passe parce qu'ils migrent dans le sud des États-Unis l'hiver. Puis là, tous les bruants de l'ouest et de l'est se ramassent à peu près à la même place au Texas et au Kansas, dans les plaines du Texas et du Kansas, avant de retourner chacun de son côté au Canada au printemps. Puis ils pensent que c'est dans le sud que les premiers mâles de l'est ou de plus vers l'est ont dit « Hey, c'est cool comment ils chantent, eux autres. » Puis la tendance s'est imposée. Puis là, au fur et à mesure que les saisons venaient, il y en avait de plus en plus qui faisaient 2 notes au lieu de 3 notes. Pourquoi avoir changé? Là, ils ont juste des hypothèses, puis ils pensent que probablement que les femelles... Il y a un bruant qui était rendu à faire sa 3e note, mais il y a un vétérinaire de grands animaux qui l'a fouillé avec son gant à ce moment-là, puis il a arrêté à la 2e. Ça l'a saisi. On a la théorie de la crainte de se faire fouiller. Oui, c'est ça. Mais la théorie des biologistes, c'est probablement que les jeunes mâles qu'il y a des mâles qui ont commencé à faire 2 notes, peut-être par erreur, puis les femelles ont été plus attirées par le changement. La nouveauté attire des fois les gens, la différence aussi. Puis les jeunes mauvaise langue dirait que c'était des milléniaux, c'était juste par paresse, là, mais... En tout cas, si ça fonctionnait, c'était pas des mauvaises langues, parce que les femelles ont continué à être attirées, puis les jeunes mâles auraient vraiment adopté le changement rapidement, un peu comme les humains le font finalement. Moi, j'ai dit à ma blonde que j'étais végétarien aussi, maintenant pour qu'elle m'aime plus, mais la nuit, je me lève puis je mange du steak saignant quand elle dort. Je te dirais que c'est probablement la meilleure revue de la documentation scientifique sur l'abandon d'une note chez les bruants à gorge blanche que j'ai entendu à date. Mais là, sans blague, c'est pas pour ça que j'ai changé, mais les biologistes croient que le chant nouveau aurait attiré l'attention. Ils utilisent encore dans la fin de leur interview aux journalistes l'exemple de l'accent en disant c'est comme si les femmes françaises s'étaient mises à être séduites par les hommes avec l'accent québécois. Donc là, les Français auraient fait ben là, il faut parler comme ça, tabarnouche. Puis tu sais, qui aurait fait finalement le shift aussi. Et qu'en est-il des bruants que j'ai entendus près de Saint-Edwidge de Clifton? Plusieurs. J'en ai entendu. J'ai entendu 2 ou 3 notes dans le duolet ou triolet. Puis là, je vais te dire, c'est Zonotrichia albicollis. Oui, albicollis, donc à gorge blanche. Albicollis, albi blanc. Bon, c'est tout à fait logique. Puis là, c'est ça. Puis Zonotrichia, c'est une zone de poil, une zone à blanche. OK. Mais là, c'est parce que nous, on écoutait ça près de la cabane. C'est comme, c'est quoi déjà cet oiseau-là? Puis je me rappelais pas. Puis on ne pouvait pas checker sur notre téléphone vu qu'on n'a pas de service cellulaire.
puis qu'on se faisait attaquer par des mouches à chevreuil. Fait que là, une fois qu'on était rendu à la microbrasserie de Quaticook, puis qui était un des seuls endroits ouverts à ce moment-là, on est allé sur notre téléphone pour on a vérifié, on a trouvé que c'était le gruau. Puis là, j'ai trouvé toute cette information-là que j'ai trouvé phénoménale. Puis les variations de chromosomes, apparemment, c'est un des exemples parfaits pour aussi qui n'est pas sur le chromosome sexuel, parce que les oiseaux, c'est pas XY, c'est W et Z, je pense, leur chromosome sexuel. Quelque chose comme ça. Puis, tout ça pour dire que ceux nous, on a entendu, la plupart avaient encore 3 notes. Donc, c'est en estrie. Hein? C'est pour ça qu'ils ne sont pas encore rendus là. Mais d'après moi, d'ici 1 an ou 2, vous allez avoir des duolets aussi. C'est triste. Moi, je trouve ça triste. On changera notre cabane de place à ce moment-là. Je trouve ça triste, mais ça me fait accepter aussi que faut... parce que je suis en train aussi de lire un livre sur le français qui explique que finalement... Puis ce que tu m'as envoyé cette semaine, Éric, là, sur les deux... c'est pas des linguistes, là, par exemple, mais... oui, c'était des profs de français. Mais il faudrait... Belges. Mais c'est ça, il y en a un qui est belge puis un qui est français, mais sur la complexité du français, puis pourquoi... Parce que moi, j'étais un ancien puriste, là. Donc, j'étais un épuriste ou un ex-puriste parce que j'étais très puriste sur l'orthographe puis tout ça. Puis finalement, de dire que d'être capable de bien écrire puis de ne pas faire de fautes de français, c'est si important. Puis de juger les gens sur leurs fautes. En fait, pour te mettre en contexte, c'est une présentation TED sur le fait que le français est une des rares langues qui n'a pas fait sa réforme. Donc, on traîne encore une orthographe qui date là, de la bourgeoisie du milieu du 19e siècle, qui ont établi des règles complètement aberrantes, puis qui ont avec pris des emprunts du haut grec inutiles. au latin, puis des doubles consonnes inutiles, puis des... Bon. Puis qui est resté figé, là. Et qui est resté... Et c'est un dogme. C'est l'Académie française, qui sont des messieurs avec des perruques, qui gèlent ça dans le temps, puis on est obligé de suivre ça comme une religion. T'es pas juste Dany jaloux parce que Laferrière, t'en mettrais une perruque dans penses-tu que Dany Laferrière porte la perruque? Oh, ben... Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il m'a envoyé ça, puis en plus, j'avais déjà fait la réflexion sur le bruant. Au début, j'étais comme, c'est triste, mais après ça, eux autres, ils ont adopté ça, puis ça marche. Mais le chant des oiseaux est donc culturel, ça, c'est vraiment intéressant. Ouais. Puis ils en parlent quand ils sont dans le sud. ce qui me fait penser à quelque chose. Finalement, ce qui s'était passé dans le sud n'est pas resté dans le sud. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça, exactement. Donc, je ne sais pas si vous aviez d'autres... parce qu'on a dépassé largement notre temps alloué. Et j'ai Dan qui nous regarde avec la veine du front qui... Parce qu'on a perdu le... Mais c'est Vincent, le temps de remercier Vincent. C'est évidemment un au revoir plus qu'un adieu parce que... Beaucoup de choses dont on aurait aimé parler avec toi qu'on n'a pas eu le temps. Ben, bon, mais... ça, c'est un message clair. Est-ce que tu as un mot de la fin, Vincent? Non, mais je vous remercie. Il y aurait effectivement eu d'autres sujets dont j'aurais pu vous parler, comme les bénéfices d'avoir une passion autre, tu en as parlé, dans un métier où on peut se noyer dans le travail, mais on pourra en parler une autre occasion, ou l'école à la maison. Mais... Tu sais que moi, j'ai fait un fourquet en bois. J'ai travaillé un fourquet en bois. J'ai un super beau fourquet. Je l'ai mis sur mon mur, mais j'ai pas encore fait une brassée de bière avec, par exemple. Fait que j'ai un nouveau hobby, c'est de faire des fourquets en bois. J'ai très hâte qu'on boive ma première brassée. Je vous promets ça, parce que j'ai plusieurs amis qui font des très bonnes bières avec des indices d'amertume élevés. Fait que moi, je te remercie grandement, Vincent. Je savais que c'était pour être intéressant. Puis Éric, tu es toujours aussi bon pour interviewer les gens puis me replacer sur le droit chemin. Ah bon? C'est un plaisir, merci, les gars. Merci d'être venu nous visiter. On n'a pas pu parler du Parisie-Falaise non plus. Non, et du fait que peut-être que les Éric Normand-Carmélistes ont fait perdre le oui au référendum de 1995. Clairement, il y a eu un impact. Alors, il y avait 2 vérités, un mensonge, et on vote. On termine là-dessus. On remercie tout le monde qui sera jusqu'ici à la fin, puis on espère que vous allez être de retour. On vous lance l'invitation pour le prochain épisode. Récurrente, qui sera avec... Ah oui, par le coq. Par le coq! Eh bien, voilà qui conclut cet épisode. On espère que vous avez apprécié ça autant que nous, on a eu de plaisir à le faire. Éric? Et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et on se revoit au prochain épisode. Ah oui!